Hello Jedi, comment tu vas? Très, très bien. Aujourd'hui, on a un invité. Il va arriver dans quelques minutes. Je vais lui envoyer un message là en même temps. Parfait, c'est fait. Écoute, je viens plutôt bien, épisode 22. Ça avance bien, je suis content. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a de plus en plus de vues organiques sur nos vidéos et de plus en plus d'écoutes organiques. C'est plutôt pas mal, je suis content. Et voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu d'investissement. Je pense que le sujet principal qui va être couvert, c'est investissement, tech, startup tech. On va parler beaucoup de boîtes de la vallée grâce à notre invité justement et j'en dis pas plus sur l'invité. Est-ce que tu as un petit truc là à me faire découvrir ou autre, en attendant notre invité? La surprise Toujours du jour. toujours au taquet là, tu un truc là ou pas? Non, j'ai vu passer sur Twitter un DTC, du coup rien à voir avec l'investissement, un DTC pour les gens qui ont des rhumes, enfin pas des rhumes, des allergies. Donc, en gros, c'est apparemment des mecs qui font des petites fioles vraiment sur mesure en fonction du type d'allergie que tu as pour t'aider à passer le cap en fait. Et ils ont transformé cette expérience-là en une expérience de tu vas à la pharmacie, tu demandes un truc, ton médecin te le prescrit, je sais même pas si c'est des substances qui sont régulées et qui sont considérées comme médicales. Et aux États-Unis, ils ont changé ça, cette expérience, en OK, ben, on va te faire une formule sur mesure pour toi, on va te l'envoyer par la poste tous les mois, etc. Et en gros, je trouve ça super intéressant. C'est la découverte du jour. Et j'ai envoyé ça à mes potes médecins. J'espère qu'ils vont me faire un retour quali sur ça. En général, c'est des gens qui sont plutôt pas très tech et pas très ouverts à l'innovation, mais je trouve ça intéressant d'avoir leur point de vue technique. Tu Et l'as et vu c'est aussi, c'est hein, c'est à nouveau ouais, je l'ai vu parce que j'ai liké. Je crois que c'est Ariel, non, qui l'a partagé, je Ouais, pense. c'est ça. Et ça donne quoi? Genre, c'est nouveau là, ça vient de se lancer ou ça existe déjà? Enfin, c'est déjà connu, c'est quoi? Donc ça s'appelle picnicallergie.com. Ça vient de se lancer apparemment cet été-ci. Je connais pas plus, tu vois, genre ils te font OK. une expérience client où tu réponds à un quiz, tu dis ce que tu as exactement. À mon avis, ils arrivent à doser en fait le- vraiment l'intensité de tes allergies, etc. Et à partir de là, ils te donnent des trucs. Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec l'investissement. Aujourd'hui, on va parler d'investissement, Nice. euh, d'investissement personnel, de finances perso, etc. Moi, je t'avoue que c'est un sujet qui est plutôt boring à la base pour moi, tout ça. Euh, non pas que ça m'intéresse pas de faire fructifier mon argent, mais plus j'ai l'impression que c'est très souvent des trucs de petits bras, tu vois, avec des trucs un peu scammy. Et donc, je me réjouis de justement poser toutes ces questions-là à notre invité, qui va pas Je tarder à arriver, je suppose. Ouais, il arrive dans 3 minutes là, il arrive dans 3 minutes. Non, clair. Et après on investit tous les 2. Mhm. On a des profils un peu particuliers parce qu'on structure pas notre risque, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, je vu qu'on me discute pas mal d'investissement, on structure pas trop notre risque et justement, c'est aussi une question que j'ai envie de lui poser. C'est quoi une bonne structure de risque pour une personne en fonction de son avancée? Et alors lui, il est plus spécialisé en investissement startup, donc c'est des investissements qui sont dans la catégorie très risqués, pour le coup et il arrive un peu à démocratiser ça et justement, il va nous en parler. C'est quoi? Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire si tu veux. Mais quand tu dis qu'on a des profils à risque et qu'on mesure pas notre risque, je me demande s'il y a une règle pour mesurer ça. Tu vois, genre, j'ai Bah, vraiment, pour le coup, tu vois, j'ai vraiment aucune comparaison existante par rapport à des gens qui pourraient me dire, bon, bah voilà, mec, là, tu déconnes, ou nous, on utilise ce type de profil d'investissement-là parce que ouais, si tu investis plus de 20% de ton épargne dans un truc risqué, c'est que tu es un gros con. Enfin, tu vois, c'est ça. moi, j'ai vraiment Ouais. au doigt mouillé pour le moment, ça fonctionne dans les grandes lignes. Mais je me réjouis d'avoir une vue un peu plus structurée, en effet, Mmh mh. de tout cet enjeu-là. Bah, en gros, pour ton risque, tu prends un peu c'est quoi ta vie, c'est quoi la situation dans ta vie, à quel moment dans ta vie tu et voilà. Et donc on a Gabriel justement qui est là. Ouais. Hello, Hello Gabriel, Hello, tu vas bonjour. tu vas bien? Ça va et vous? très Écoute, bien. ça va super, ça va super, super. Ça nous fait plaisir de t'avoir. On avait déjà commencé un peu l'épisode avant. Ouais, j'ai Heu vu que vous aviez fait ça la dernière fois, je m'y attendais. Je suis super content d'être là. Bah, écoute, moi, je suis trop, trop content de t'avoir. Je t'ai demandé de passer sur le podcast il y a quelques jours ou quelques semaines et c'est parce que je me souviens que début 2020, j'ai essayé de faire une boîte et je spammais, LinkedIn, je spammais les profils LinkedIn qu'il y avait dans leurs mots-clés investisseurs pour essayer de trouver des business angels pour la boîte que j'ai essayé de monter et j'étais tombé sur toi et très vite, tu as accepté de faire un appel et on avait une bonne discussion.
Le feeling était plutôt bien passé. Je trouvais que tu avais des bonnes remarques et tu m'avais donné des vrais conseils pertinents. Et je me suis dit: «Tiens, un jour, j'ai envie de parler un peu plus avec lui, d'aller un peu plus en détail sur ce qu'il fait et de voir un peu, qui il est». Donc je suis trop ravi de t'avoir ici. Je suis super Hem content d'être là aussi. Donc voilà. Grave. Et pour juste introduire brièvement et puis tu me diras si j'ai bien fait ça et après je te laisserai la parole. Heu En gros, toi, ce que tu fais dans la vie, alors peut-être que tu fais autre chose, mais c'est pour pour ce je te connais, enfin je te connais pour une chose en tout cas, c'est que tu aides des particuliers à avoir accès à des startups dans la vallée, à avoir accès à des deals d'investissement dans la vallée. En général, l'investissement, c'est pas fait pour les particuliers, ou en tout cas les particuliers n'ont pas forcément accès pour plusieurs raisons et je serais assez int enfin, tu nous diras aussi pourquoi, traditionnellement les particuliers n'ont pas accès à des deals en Europe en tout cas. Et, et toi, bah, tu as trouvé un moyen pour aider des particuliers avec des tickets plutôt pas trop élevés, d'avoir accès à des entreprises qui en général ne sont pas faciles d'accès, de par déjà du fait qu'elles sont outre-Atlantique et aussi de par le fait qu'elles sont en forte croissance et en général le deal il est assez restreint. Mais toi, tu as réussi à craquer tout ça et ce que j'aime surtout chez toi, c'est que pour faire grossir ce business, tu crées du contenu. Et ça, c'est très rare. La plupart des personnes comme toi, ce qu'elles font, c'est du réseau. Donc, en gros, j'ai réussi à convaincre un mec de mettre 50 000 euros. Je vais lui demander de m'introduire un pote à lui qui peut potentiellement mettre un ticket. Et donc, c'est comme ça qu'en général, ça se fait. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Puis tu nous diras si c'est vrai ou pas. Et toi, tu as un peu retourné la machine. Alors, peut-être que tu as commencé comme ça, j'en sais strictement rien. Mais toi, tu as retourné la machine et ce que tu fais, c'est que tu produis du contenu pour démocratiser c'est quoi les startups et c'est quoi l'investissement dans les startups grâce à YouTube et grâce à tes réseaux sociaux. Et c'est comme ça que tu attires des clients dans ton club, en gros. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Est-ce que j'ai raison? Et si pas, pourquoi? Et si oui, est-ce que du coup, tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui avec ce business qui a l'air de bien fleurir? Eh ben, écoute, ce que tu as dit est tout à fait vrai. Ce que tu as dit est absolument, absolument vrai, exact et précis. Alors, je précise parce que tu as dit que tu n'étais pas sûr que ce soit mon activité principale. C'est bien mon activité principale et à plein temps. Effectivement, ce qu'il faut bien préciser dans ce que tu dis, c'est que j'aide des particuliers à accéder à des deals. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer, ah oui, c'est des particuliers, des super gros business angels qui ont plein de sous, etc. Mon idée à moi et mon but, c'était que ce soit vraiment des particuliers, même des gens qui n'ont pas des grosses sommes d'argent disponibles à investir. Donc, moi, je vais proposer des investissements à partir de 2 000 euros par personne, par startup que je propose. Donc, on est vraiment sur un ticket d'entrée relativement bas, accessible à plein de gens qui sont pas des business angels classiques qui veulent déployer, tu vois, entre 500 000 et 5 millions par an. Et puis effectivement, j'ai fait ça dès le départ avec du contenu. Hein. J'ai jamais été dans une stratégie réseau. Moi, je suis entrepreneur depuis longtemps. J'ai fait beaucoup d'autres projets avec assez peu de succès auparavant d'ailleurs. Hein. Mais par contre, j'ai vraiment été biberonné au SEO et donc à Google. Et j'étais en fait assez intéressé par YouTube. Et donc effectivement, très très vite, j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube. Quand je suis parti de zéro en 2017, je me suis dit que j'avais du retard et du coup, je me suis dit, bah, pour compenser, je vais poster une vidéo par jour pendant 1 an. J'ai finalement fait pendant 2 ans, parce que la première année, ça m'a plu, ça a bien fonctionné. Donc pendant 2 ans, j'ai posté une vidéo par jour. Alors, je vois François qui fait des yeux de dingue. La première année, j'ai quand même raté 5 jours sur 365. Donc, mais ça va, ça veut dire que j'ai quand même posté Ouais. 360 vidéos. Ouais. C'était assez. Enfin, là, pour le coup, je pense que j'avais bien géré. La deuxième année, c'était un peu plus cool et j'ai dû rater plutôt 20 ou 30 jours. Donc, mais quand même, ça reste. Voilà, la deuxième année, je l'ai pris un peu plus à la cool. Aujourd'hui, j'ai plus ce rythme-là. Je continue de poster en général 2-3 vidéos par semaine, ce qui est quand même assez régulier sur YouTube. Et puis, voilà, YouTube, c'était forcément dans la lignée un peu de Google, du SEO. C'est le deuxième plus grand moteur de recherche au monde. Et puis, effectivement, je trouve qu'en fait, pour ce qui est vraiment de l'investissement, YouTube, c'est hyper adapté parce que les gens me voient m'exprimer. Et ça crée un lien, ça crée une confiance. On connaît tout ça, hein. On a les youtubeurs connus. Alors, j'en fais pas partie du tout, hein. Moi, je suis un tout petit youtubeur. Mais les youtubeurs connus, on a l'impression de les connaître, que c'est nos amis, qu'on a un lien. Et donc, pour l'investissement, ça m'a beaucoup aidé. Les gens, presque naturellement, se sont mis à me faire confiance. Il y a besoin, bien sûr, de confiance dans l'investissement. Donc, voilà, j'ai commencé quasiment par ça dès le début. D'ailleurs, tu n'as pas cité, tu as dit en général, les gens, ils font du réseau. Moi, je vois aussi beaucoup de gens faire du contenu, enfin, de la publicité, en fait.
Et c'est là où moi je me différencie. Il y a énormément de gens qui me disent, ah, mais moi je fais de la pub Facebook, d'ailleurs de la pub YouTube. Tous les 3 jours, à peu près, depuis 4 ans, je reçois un mail, tu devrais faire de la pub sur YouTube, ça t'aiderait vachement et tout. J'ai testé par ailleurs, faut pas se priver, hein, mais ça marche pas. Ce qui marche, c'est vraiment l'organique, que les gens me découvrent par eux-mêmes parce qu'ils ont cette curiosité et qu'ils apprennent à me connaître, etc. Et j'ai une question d'un point de vue hyper marketing, technique. Quand tu dis que ça ne marche pas, ça veut dire que les gens, à la fin, ne sortent pas l'argent, ou est-ce que ça veut dire que c'est une qualité mauvaise, ou est-ce que ça veut dire juste qu'il n'y a pas de clic, il n'y a pas d'intéressé, il n'y a pas de lead? Alors, écoute, plusieurs, oui, enfin, très, très, très bonne question. Alors, j'ai testé 2 trucs. J'ai fait de la pub Facebook pour offrir mon livre. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement ce genre d'offre, free plus shipping. Donc, tu offres le livre et tu dois payer les frais de port sur Facebook. Et ça a très, très bien marché. Pour le coup, c'était une audience très, très large. Et j'ai fait un truc très agressif, marketing comme on peut le faire, prends ta liberté financière, machin et tout. Donc, ça a super bien marché. J'en ai offert des milliers et des milliers. Et ça m'a fait connaître. Et effectivement, certaines personnes qui ont pris le temps de lire le livre et qui ont appris à me découvrir sont devenus des clients. Sur YouTube, ensuite j'ai testé de la pub. L'idée c'était de grossir mon audience et de voir si ça allait résulter à des gens qui allaient venir effectivement entrer dans le club avec moi. Et là effectivement ça a moins bien marché. Alors il y a eu de la visibilité, enfin les pubs ont été vues, il y a eu du clic, il y a des gens qui ont eu un certain intérêt, mais effectivement en fait la conversion finale, le fait d'entrer dans le club et tout était moins bon. Et je pense personnellement, alors c'est pas une expérience que j'ai faite sur des années et des mois, hein, j'ai fait ça pendant 2-3 mois puis j'ai arrêté, mais je pense que je crois qu'il y a vraiment une très grosse différence entre le interruption marketing, c'est-à-dire tu es en train sur YouTube en train de voir ton YouTuber préféré et là on te dit ah il y a un truc de Gabriel, viens investir dans les startups, et le research-based marketing, ce qu'on voit avec Google, c'est attends, moi je veux investir, je vais taper des mots-clés sur Google et là ah tiens qui c'est ce mec, c'est Gabriel, ça m'intéresse, je vais l'écouter, etc. Et voilà, moi comme j'ai un sujet un tout petit peu complexe, il faut comprendre ce que c'est, on n'a pas l'habitude, tout le monde connaît le livret A, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, investir dans les startups de la Silicon Valley, tu vois? Eh ben, je pense que, moi, ça marche très bien avec les gens qui ont fait un peu le boulot, ont fait un peu le taf de regarder plusieurs vidéos, de s'intéresser. Et derrière, en fait, moi, je suis dans une position géniale parce que ils sont déjà quasiment convaincus. J'ai pas besoin, moi, de les convaincre de devenir clients. Ils m'ont vu sur Internet, ils ont vu mon contenu, ils disent, OK, ce gars-là, c'est avec lui que j'ai envie de bosser. Voilà. Ok, génial. Et donc, du coup, si on reprend, tu as commencé ça en quelle année? En mai 2017. Donc, ça va faire 4 Ok. ans, Ok. tout pile. Ouais. Ok, d'accord. En mai 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi tu as décidé de te lancer là-dedans? C'était quoi l'intérêt de base que tu avais pour l'investissement? Est-ce que tu investissais à titre perso avant de te lancer? Ou est-ce que, en gros, tu t'es dit, bon, bah voilà, je vais investir moi, ce sera mieux si je récupère plus d'argent et que j'investis plus directement. Je vais d'abord aller voir les potes, les amis, ou enfin, du coup, tu as dit que tu commençais directement avec du contenu. Comment ça s'est passé vraiment derrière le rideau? Les premières steps, ça m'intéresse vraiment en général. Je trouve que en général, c'est des trucs qui sont assez contre-intuitifs. Donc vas-y, je t'écoute. Ouais. Alors, il y a vraiment toute une histoire, effectivement. Donc, moi, en fait, je commence à investir en 2013, 4 ans plus tôt, tout seul. En 2013, qu'est-ce qui se passe? Je suis diplômé de mon école d'ingénieur et en étant diplômé seulement, j'ai le droit de rejoindre le club des business angels. Je voulais le rejoindre un an plus tôt, mais je pouvais pas. 2013, je suis diplômé, je l'ai rejoint. Alors, pourquoi je voulais investir? J'avais pas du tout d'argent, mais en fait, j'étais... tu sais, ce type, mais je pense qu'on est peut-être tous les 3 comme ça. J'étais ce type qui avait une idée de boîte toutes les demi-heures et je me mettais parfois à faire 2, 3, 4, 5 business en même temps. Tu vois, le samedi, je faisais un business, puis le dimanche, ah non, mais en fait, je crée un autre business. Je partais dans tous les sens. Et je me suis assez vite rendu compte, enfin, pas si vite que ça, mais j'ai fini par me rendre compte que ça marche pas. Si tu veux faire un business, il faut le faire bien, il faut t'y dédier à fond, etc. Et donc, la porte de sortie pour moi, c'était l'investissement. Je me suis dit, en fait, si je peux investir sur un business, ça m'évite de le créer. Je peux quand même avoir de l'argent dedans. Et si je pense que c'est une bonne idée, et ben, s'ils réussissent, je participerai à ce succès. Donc en 2013, je commence à investir tout seul et donc j'avais pas du tout de sous, j'avais hérité 10 ou 20 000 euros, je crois, de ma grand-mère et je me suis dit je vais les investir dans les startups plutôt que de les mettre sur un plan d'épargne à la con. Et je rejoins ce club. Et donc je commence à investir entre 2013 et 2017 tout seul. Je me rends compte que dans les clubs, les startups ne sont pas les meilleurs dans les clubs de Business Angel. Après, j'ai rejoint le plus grand club de Business Angel de France qui s'appelle Paris Business Angel. La moyenne d'âge, c'était 65 ans. Tout le monde avait les cheveux blancs. Moi, j'arrive à 23 ans. Coucou, c'est moi. J'étais diplômé l'année dernière. Tu vois, j'avais l'air d'un énorme pecno. Et le ticket minimum, c'était 10 000 euros par boîte. Donc moi, j'avais 20 000 euros. J'avais deux shots et après, c'était fini. Tu vois. Donc, c'était un petit peu galère. À ce moment-là, commencent à arriver les plateformes de crowd equity. Donc, les plateformes en France, c'était au début, moi, j'ai découvert en tout premier Anaxago, c'était parmi les premiers, 2014, 2015, je pense.
Et il commence à proposer quelques projets. Et là, le ticket d'entrée était plus bas, 2000. Donc moi, je passe de 10 à 2. Je me dis, ok, c'est génial. Et en fait, je me dis, c'est super bien. Ils réunissent plein de gens. Du coup, chacun met un petit ticket et on est tous ensemble. Et pareil, en fait, je me rends compte que les projets ne sont pas terribles. Et je me dis, mais ils sont où les bons projets? Je venais pas du tout donc du milieu de l'investissement. Et en fait, je me rends compte, je commence à regarder un petit peu, à fouiner sur Internet, etc. Ce que vous connaissez très bien, ce que vous adorez faire, ce que j'aime faire aussi. Et je me rends compte qu'en fait, les bons deals, ils sont privés. Ils vont voir Jean de la Roche-Brochard, ils vont voir XYZ, les 5 fonds les plus connus. Mais moi, Gabriel Pecno, dans ma chambre tout seul, je verrai jamais passer ces projets. C'est impossible. Et je me dis, merde, c'est trop con. Les projets sur les plateformes, je les trouvais pas terribles. Comment je fais? Donc, je décroche mon petit téléphone et j'appelle des boîtes. Je vois des boîtes sympas dans l'écosystème français. Je n'étais pas encore du tout dans la Silicon Valley. Et je décroche mon téléphone et je dis, salut les gars, moi je voudrais investir. Et en fait, c'était pas forcément facile de les convaincre, etc. Mais en même temps, c'est des boîtes qui cherchent des investisseurs. Donc à un moment, tu leur dis, je veux vous donner de l'argent. Parfois, ça se passe bien. Et c'est là en fait où j'ai été confronté à un gros problème qui m'a amené à créer Léonis Investissement. C'est que les mecs certains me disent, ok, go, vas-y, t'es entrepreneur, t'es sympa, machin et tout. Mais le ticket d'entrée, c'est 100 000 balles. Et moi, je leur dis, attendez, on peut pas mettre 2000 balles comme sur les sites, ce serait cool, quoi. Et ils me disent, non, désolé, c'est mort. Et je rate comme ça plusieurs deals. Et c'est donc à ce moment-là où, dans un premier temps, j'ai effectivement fait avec quelques copains. Donc, il se passe 2 choses en même temps, en fait. D'un côté, j'avais fait quelques deals sur ces plateformes et ça commençait à bien se passer. J'ai eu quelques belles histoires. J'avais investi en 2013 ou en 2014 dans Shaper. Et en 2016, ils se mettent à exploser. Tout le monde parle que de Shaper. Moi, j'avais investi 2 ans plus tôt. J'avais investi dans Payplug sur Anaxago et ils se font racheter par Natixis. Donc, j'avais quand même trouvé quelques boîtes qui me plaisaient, mais je voyais d'autres projets sur Anaxago. Je me disais, mais tout ça, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Il y a peut-être un projet par an, même pas, qui me convient. Et encore, à l'époque, ils en faisaient plus. Aujourd'hui, ils en font même plus. Et donc, je regroupe d'abord quelques copains parce qu'il y a des gens autour de moi que ça commence à susciter de l'intérêt. Quand je fais mon exit sur Payplug, trop fier, je poste sur LinkedIn en disant, ouais, j'ai fait un exit et tout, c'est génial. Et donc, tu vois, il y a des. Mais bon, t'imagines, mon réseau LinkedIn à 24 ans, il y avait 50 personnes. Mais j'ai 2-3 gars qui me contactent, qui me disent, ouais, machin, comment t'as fait? C'est sympa, fais tourner les bons plans. Donc, je commence comme ça avec quelques potes. Je me dis, voilà, on va se mettre à 10, on va mettre, je sais pas quoi, 5 000 euros chacun, ça fait 50 000 euros. Et je retente le truc. Et ça commence à donner un peu plus, tu vois, ça commence à donner un peu plus de choses. On a finalement pas fait d'investissement, mais on a failli en faire plusieurs. Les boîtes étaient intéressées, les gars étaient intéressés, ça commence à être pas mal. Je commence à me heurter au premier problème de, ah oui, mais s'il y a 10 personnes, il y a 10 personnes sur la cap table, un par un, c'est chiant, machin, que j'ai résolu après, évidemment, en faisant des holdings, etc. Et à ce moment-là, évidemment, je lis Expert Secrets de Russell Brunson. Donc, Russell Brunson Russell Brunson, fondateur de... Je connais Russell, mais pas du tout son livre. Du coup, donc, Russell Brunson, fondateur de ClickFunnels. ClickFunnels de 0 à 200 millions de chiffres d'affaires en 3 ans. Donc, assez hallucinant, sans lever de fonds. Ils sont basés à Boise, dans le Idaho. Et il a écrit un premier livre qui s'appelle Dotcom Secrets, où il t'explique ce que c'est qu'un tunnel de vente et comment tu peux faire des upsells, etc. Et il écrit un deuxième livre qui sort à ce moment-là, en 2017, qui s'appelle Expert Secrets, et qui te dit, tu as un savoir-faire, tu peux en vivre. Et il t'explique, voilà, tu vas monétiser ton savoir-faire, etc. Et donc, c'est à ce moment-là où tout clique dans ma tête. Je me dis, attends, moi, j'ai pas assez d'argent, je veux plus d'argent pour investir. Et il y a ce truc, Expert Secret, j'ai un vrai savoir-faire de savoir sélectionner ces startups. Et je me suis lancé comme ça en 2017. Voilà, c'était un peu long comme réponse, excuse-moi, mais voilà l'histoire, la genèse. Donc, tu as commencé un petit peu par du réseau, mais organique. C'est des gens qui sont venus à toi, qui se sont dit, OK, c'est intéressant, fais tourner, fais croquer, comme on dit dans le milieu, fais croquer. Exactement, mais on était vraiment 12, tu vois. C'était okay. Mon frère, mon père, mon meilleur pote et quelques copains, quoi. Mais ensuite, j'ai pas étendu le réseau. Tout de suite après, la 13e personne, c'était un inconnu, voilà. Ok, d'accord. Et elle est arrivée comment, cette 13e personne? Via un des membres du groupe ou par pur hasard? Non, alors, avant de lancer ma chaîne YouTube, j'ai écrit du contenu sur mon blog. Donc en fait très vite j'ai voulu faire un petit gros hack à la Airbnb qui met les trucs sur qui met ses offres en ligne sur le site là américain et en fait j'écrivais, je prenais sur Craigslist, merci, je prenais toutes les startups qui étaient en levée de fonds publics sur des sites justement de financement et moi j'écrivais un article où j'analysais avec mes critères pour montrer mon expertise. C'est ce que je fais maintenant, toujours en vidéo sur YouTube. Et à la fin de l'article, je disais, si tu veux savoir ma décision d'investissement, est-ce que je te recommande ou pas d'investir et accéder à d'autres deals, rejoins le club.
Donc, j'écris comme ça du contenu sur le blog. C'était juste avant YouTube. YouTube est venu juste après. Je crois que je faisais des publicités sur Twitter qui renvoyaient vers cet article en disant est-ce que tu devrais investir dans cette boîte-là. Et donc, les 3-4 premières personnes sont venues comme ça. Pub Twitter plus mon article. Et j'ai vendu mes premiers memberships parce que j'ai décidé de le faire payant. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc, c'est possible. Puis j'ai créé la chaîne YouTube et ensuite 99,9% de mes membres aujourd'hui sont venus de YouTube. Ok, nice. Et justement, comment tu fais de l'argent? Parce que tu parles de membership. Moi, je connais les modèles classiques de club où en gros, tu prends un carry, donc ça veut dire que tu prends un pourcentage sur la plus-value finale quand les boîtes se vendent. Mais, et toi, là, comment tu fais de l'argent du coup? Alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a effectivement ce système. J'applique ce qu'on appelle le carré d'interest. Donc, à la sortie sur la plus-value, j'ai une rémunération si je fais gagner de l'argent à mes investisseurs. Donc, c'est ce qu'utilisent effectivement les clubs et les fonds d'investissement. Et c'est un modèle très intéressant, très sympa parce que ça permet d'aligner les intérêts. C'est si vous gagnez de l'argent, je gagne de l'argent. Donc, ça, c'est assez cool. Et en plus, donc il y a 2 modèles de rémunération. Il y a ça. Et en plus, j'ai effectivement mis un membership pour faire partie du club en disant aux gens, si vous voulez accéder à ces opportunités extraordinaires, il faut payer pour rentrer dans le club tout simplement. Voilà. Okay. Et ça coûte combien pour rentrer? Alors, j'essaie de pas dire le prix pour l'instant. Alors, je vais peut-être te dire le prix quand même, mais j'essaie de pas dire le prix parce qu'en fait, tous les ans depuis que j'ai créé le club, j'ai fait augmenter le prix. À date d'anniversaire, donc là il va augmenter encore en mai 2021, au moment juste après qu'on ait enregistré. Et donc en fait, j'ai fait un podcast il y a 2 ans maintenant, et j'ai encore des gens qui me disent machin, mais moi je veux ce prix-là. Donc j'essaie de pas dire le prix. Je te le dirai en off avec plaisir, mais je vais pas me prononcer. Les curieux peuvent venir voir. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un prix cher. C'est ce qu'on appellerait un high ticket price, c'est relativement élevé parce que c'est quelque chose de premium, c'est un club premium avec des gens intéressants, importants, etc., etc. Et que si tu veux, c'est complètement unique. Ce que je fais, je suis absolument le seul à le faire. Et c'est des opportunités qui peuvent potentiellement rapporter beaucoup d'argent, potentiellement bien sûr étant le mot-clé important. Donc c'est un prix premium qui va avec ça. Ouais. Et c'est lifetime du coup? Non, c'est annuel. Donc c'est de l'ARR. Ok. Et tu as combien de membres actuellement qui payent? Écoute, on est un peu plus de 400 aujourd'hui, au moment où au moment où on discute. Alors, on a eu une croissance vraiment exponentielle. Début 2020, on était 120, donc au bout de 3 ans. Et 2020 a été vraiment une très très bonne année, Covid, crise économique et tout. Et donc fin 2020, on était 300 ou 350, je sais plus. Et voilà, là, on est 420, quelque chose comme ça. Ok, donc si tu parles high ticket, c'est au moins plus de 1 000 euros par an. Donc tu fais au moins un demi-million par an. Au moins. Ouais. Okay. Au moins. Au moins. Ok, très bien. C'est cool. propre. En 4 ans, c'est pas mal quand même. T'es tout seul? Alors, je suis tout seul. Enfin, j'ai créé ça tout seul, effectivement. C'est pas faute d'avoir essayé d'ailleurs de m'associer à plusieurs moments, mais ça a pas donné grand chose. Et puis aujourd'hui, j'ai une équipe. Donc, je suis toujours tout seul à la tête de Léonis Investissement, mais j'ai maintenant 8 personnes qui bossent pour moi et qui m'accompagnent au quotidien pour faire tourner tout ça, parce qu'il y a quand même du monde. Pour te donner une idée, on a investi 6 millions de dollars en 2020. Alors, je parle en dollars, donc si tu calcules en euros, ça fait un peu moins. On a investi 6 millions de dollars en 2020. En 2021, tu vois, sur le premier trimestre, déjà 3 millions. Enfin, un peu moins, 2 millions 7 ou 8 ou un truc comme ça. Et donc, je pense qu'on va investir à peu près 12 millions cette année. Voilà, donc ça commence à être un. Enfin, c'est pas encore gros dans le milieu du capital risque, mais en 4 ans, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Il y a un classement en France ou en Europe des clubs dans ton style genre, non, alors il n'y a pas de classement de club, enfin pas à ma connaissance. Alors il y a des classements des business angels. En France, il y a un classement connu. Je figure jamais dedans parce qu'en fait il est établi par mes concurrents, donc je suis un peu boycotté. C'est pas très grave, hein, je vis dans l'ombre. Mais et puis c'est vrai que l'argent que j'investis, c'est pas mon argent, c'est l'argent de mes membres. Alors je précise quand même que moi aussi j'investis systématiquement mon argent perso dans tous les deals que je propose au club. Ça, c'est un peu un espèce de contrat de confiance que j'ai avec les membres de mon club en disant on y va ensemble. Moi aussi, je mouille le maillot et moi aussi, c'est pas juste démerdez-vous, moi aussi, j'investis avec vous. Mais dans la grosse majorité, c'est pas mon argent que j'investis, c'est en grande partie l'argent des membres du club. Ok. Et moi, j'ai 2 questions. Et après, je vois que François en a plein aussi. J'ai une question légale. Tu fais du marketing pour faire la promotion d'un produit d'investissement. Comment, légalement, c'est encadré comment? Et est-ce que de suite, tu t'es mis dans les règles où il y a eu un petit temps de latence, où tu es passé sous les radars?
Et la deuxième, c'est comment tu trouves tes deals, parce que c'est des deals purement US, enfin, Ouais, j'ai l'impression, en tout cas, tout de à ce que fait. j'ai vu Ouais. passer. Comment une boîte, et ça, c'est une question que je t'avais déjà posée il y a quelques mois en privé, c'est comment une boîte, genre Notion, par exemple, prenons Notion, dit oui à Gabriel au fin fond de la France qui vient avec 400 000 euros. Comment eux disent oui alors qu'à côté, ils ont des milliers d'autres personnes qui leur lèchent les pieds pour mettre des tickets dans leur boîte. À part des secondaires, donc secondaire, c'est en gros quand tu as des employés ou des anciens investisseurs qui vendent leur part et du coup, bah, tu as des investisseurs qui peuvent racheter. Et il y a un marché du secondaire qui est plutôt bien liquide pour certaines boîtes. Et là, je pourrais comprendre que tu arrives à rentrer, mais est-ce que tu arrives à rentrer dès les premiers rounds sur des très belles boîtes comme Notion et autres? Et si oui, comment tu Alors, fais? ouais, alors effectivement, ces boîtes-là, c'est du secondaire. Donc nous, on est sur le marché secondaire. Donc effectivement, le marché secondaire, c'est des employés, éventuellement des investisseurs qui veulent sortir avant l'événement de liquidité, avant l'IPO ou le rachat, et qui vendent leur part sur un marché privé secondaire auquel on a accès. Donc on en a fait plusieurs. Alors Notion, en l'occurrence, je ne l'ai pas proposé au club, c'est moi qui suis rentré dans un tour de table. En fait, j'ai la chance de faire partie du fonds de Naval, que vous connaissez Hmm. certainement. Enfin, je sais que vous le connaissez parce que vous en parlez souvent. Et donc, je me demande si c'était pas via lui ou via quelqu'un d'autre comme ça. Enfin, je fais partie du fonds de Tim Ferriss. Enfin, il y a des gens comme ça qui ont accès à des deals. Donc, effectivement, c'est pas moi directement qui a été appelé le mec de Notion en mode ouais, c'est Gabriel, salut, voilà. J'ai quand même proposé des très très beaux deals sur le marché secondaire au club privé. On a fait Udemy, que vous devez connaître, qui est le leader mondial du e-learning, qui d'ailleurs réfléchit à rentrer en bourse en 2021. Peut-être que ça nous fera une sortie. Et on a fait également Chime, donc pas Shine le français, mais Chime, C-H-I-M-E, qui est la plus grosse néobanque américaine, c'est le Revolut américain. Et là-dessus, on a fait un très beau coup puisqu'on a investi en août dernier, en août 2020. La boîte valait 5 ou 6 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça reste bien cher, hein, on est bien d'accord. Mais en septembre, un mois après, ils annoncent une levée de fonds à une valeur de 16. Et donc, en fait, on fait un x2,5 en un mois sans avoir rien fait. Alors, x2,5 sur le papier, hein, parce qu'on n'est pas sorti, mais voilà. Donc, ça, c'est des beaux deals sur le marché secondaire que j'ai proposé au club et je vais en proposer d'autres. Alors, j'en fais moins, j'en fais quelques-uns par an, 2 ou 3 par an. Le but du club, c'est pas d'investir sur du late stage, mais bien sur des jeunes startups. Alors, pour répondre à ta question de comment je fais pour trouver ces deals et comment j'arrive à les convaincre, donc effectivement, en général, c'est quand même pas des boîtes aussi connues avec un aussi haut profil, etc. Mais je fais quand même beaucoup mon marché au Y Combinator. Alors, François, je sais que tu as regardé attentivement toutes les boîtes du dernier batch. Et ben moi aussi, du coup, et j'ai la chance en fait d'être invité au Demo Day du Y Combinator. Il y a très très peu de Français qui sont invités. Enfin, je connais 2 autres Français qui sont invités là-dedans parce que j'ai investi beaucoup au Y Combinator ces dernières années. Et donc, en fait, au Demo Day, il y a vraiment simplement les investisseurs avec un accès direct, avec l'email direct de tous les fondateurs, où on est là en disant, bah, nous, on vient présenter notre boîte, nous, on vient pour investir. Donc aujourd'hui, c'est une grande source de deal flow pour nous, puisque tu vois, en 2021, depuis le début de l'année, on a fait 4 investissements, et sur ces 4, il y en a 3 qui viennent du Y Combinator. C'est les 3 quarts de nos investissements cette année. Donc, Vous étiez peu à pardon. avoir accès au Demo Day? C'est fou quand même qu'en France, il n'y ait pas plus de monde. C'est dingue. Bah, si tu veux, pour avoir accès au Demo Day, alors YC, ils invitent à peu près 1000 investisseurs dans le monde entier. Donc déjà, tout le monde n'a pas sa place. Moi, j'ai eu la chance de rentrer pour une raison très simple, c'est que j'ai investi en France dans une boîte dans une boîte française qui ensuite a été prise au YC. Et donc ensuite, m'a introduit aux bonnes personnes, etc., etc. Mais non, c'est pas évident de rentrer du tout parce qu'en fait, il s'est trié sur le volet, si tu veux. Ils sélectionnent pas n'importe qui. Et je pense que notamment, ils sélectionnent avec des certains volumes d'investissement. C'est-à-dire que si tu arrives en disant, mais moi, j'ai 50 000 euros à déployer. D'ailleurs, je sais pas, hein, j'en ai pas fait le test, mais enfin, moi, quand j'ai essayé de rentrer avant tout seul, j'avais pas réussi. Et c'est vraiment quand j'ai eu cette intro-là et que j'ai eu quand même des montants d'investissement importants que j'ai pu rentrer. Et donc oui, alors je te redis ma phrase. Moi, je connais 2 personnes en France qui ont accès. Il y en a peut-être d'autres qui le disent pas et qui se gardent bien de le dire, mais je peux te dire qu'en tout dans le monde, on est à peu près 1000. Et que moi, je connais, voilà, il y a beaucoup d'Américains. Il n'y a pas que des Américains. Il y a des fonds de Hong Kong, de Singapour et du Mexique. Mais voilà. Donc voilà comment je trouve mon deal flow. Alors ça s'est pas fait, Rome ne s'est pas construite en un jour, hein. J'ai commencé donc ce club avec des startups d'abord françaises, puis ensuite je me suis dit bah, je voudrais aller aux États-Unis, c'est là où sont les meilleures
startups, c'est là où sont les licornes, c'est là où est la Silicon Valley. En 2019, on a commencé à investir dans la Silicon Valley, donc j'y ai été, j'ai rencontré du monde. J'avais donc 7 boîtes françaises qui est partie là-bas. J'ai commencé avec des contacts, des amis d'amis du réseau, du machin, des Français établis à San Francisco, il y en a quand même beaucoup, etc., etc. Et puis petit à petit, je me suis fait mon réseau. Hors pandémie mondiale, j'y vais très souvent. Et puis, voilà, en 2020, finalement. Donc, en 2019, c'était un peu d'américain. Je commençais petit à petit, puis et un peu de français. Et en 2020, j'ai fait le switch à 100% américain, simplement parce que j'avais assez de deal flow. Et pour autant, j'en avais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et puis, voilà, plus ça va, plus ça avance. Pour la petite histoire, quand j'ai débarqué à San Francisco la première fois, on mettait des tickets à peu près de 150 000 $. Et j'ai eu la chance en fait de me faire copain avec un Américain, mais qui est très 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 actif, très établi, un mec qui dirige un club justement, un club d'investissement, mais un des plus actifs aux États-Unis. Et on se fait copain et je lui dis voilà ce que je voudrais faire, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Il m'envoie une boîte et puis finalement on décide d'investir et en fait une fois que l'investissement était fait, il a appelé l'entrepreneur et il lui a dit c'est bon, t'as reçu l'argent? Il dit ouais. Il dit mais l'argent il est sur ton compte, genre c'est fait, ça a fonctionné. Le gars il dit ouais. Et en fait il m'a avoué après, il m'a dit mais j'y croyais pas. J'ai vu ce petit mec débarquer qui dit je vais mettre 150 000 $, mais je me suis dit jamais de la vie il va le faire, tu vois. Donc il y a aussi le truc, j'ai vu que la crédibilité a un peu shifté quand j'ai commencé à effectivement faire les premiers chèques. Quand après j'ai eu la chance d'investir sur des boîtes qui sont maintenant un peu connues dans l'écosystème, et quand les gens disent ok t'as investi chez un tel, je les ai appelés, ils m'ont dit que t'étais un super investisseur et que tu as mis tant de milliers, de centaines de milliers de dollars, bah évidemment la crédibilité elle est plus la même aujourd'hui. Voilà. C'est génial. J'adore en fait le côté un peu presque ambidextre de ton fonds, où en fait au début tu disais oui moi j'ai pas du tout basé toute ma stratégie sur le networking, mais en fait si on décompose bien la distribution, c'est-à-dire réussir à trouver des gens qui mettent dans ton fonds à toi, c'est basé du coup comme tu l'as dit sur une stratégie vraiment organique, SEO, marketing, B2C en fait. Et derrière, en fait, la supply, c'est-à-dire ce que tu arrives à proposer à tes propres clients, bah, c'est quand même vachement basé sur du networking, comme tu l'as dit, des changements, des shifts de mindset quand tu as commencé à vraiment mettre des tickets dans les boîtes, etc. C'est super intéressant de voir en fait, à quel point en fait, il faut être un petit peu multiforme dans ce genre de marché. Alors moi, j'ai plein de questions et j'ai peur que ça parte dans tous les sens, mais je voudrais juste que tu reviennes sur rapidement, parce que je sais bien que ça peut vite faire chier les gens, mais moi, d'un point de vue perso, ça m'intéresse trop, savoir comment opérationnellement tu fais pour... donc, en gros, tu as une boîte de YC qui passe. Comment tu peux dire déjà à l'avance, bah, moi, je mets d'office 500K, et puis ensuite, toi, tu remplis ta besace derrière avec tes clients, ou est-ce que d'office, les clients disent bah, pour ce batch YCC, on va faire 1 million pour tout le monde, et ensuite, toi, tu répartis comme tu veux. Comment ça se passe opérationnellement, en fait, pour les transferts et aussi d'un point de vue juridique, comme Jedi l'a demandé, je ne sais pas si c'est une question sur laquelle tu es à l'aise de répondre, mais moi ça m'intéresse de savoir aussi comment tu fais tout ça. Est-ce que le système français est assez flexible pour permettre de le faire, ou est-ce qu'il faut d'office passer par des succursales et autres, et du coup des mécanismes juridiques un peu plus poussés? Ça m'intéresse vraiment de ce point de vue-là, comment ça se passe. Si tu arrives à y répondre sans trop rentrer en détail pour ne pas emmerder notre audience, mais non, moi, je veux des détails. Potentiellement. Moi, je veux des détails, ouais. Parfait. C'est pour nous. Moi, je veux des détails. Ouais. Écoute, c'est vrai que c'était, c'est vraiment mes galères de ces 4 dernières années. Hein. C'était loin d'être simple et j'ai galéré comme pas possible. C'est vraiment le plus difficile. Une des choses les plus difficiles, c'était ça. Aujourd'hui, c'est aussi d'avoir le deal flow, d'avoir les investisseurs, mais au milieu, l'embrication de tout ça, c'était vraiment hyper galère. Alors. Plusieurs choses. Déjà, effectivement, j'essaie de répondre dans l'ordre. Comment ça marche en termes de combien on met, etc. En fait, effectivement, je ne sais pas à l'avance combien on va lever. Parce que, en fait, quand il y a un deal qui me plaît, moi, je vais dire au gars, OK, go, on investit. Et je vais ensuite le proposer au club. Et en fait, chacun se positionne un par un en disant j'y vais pas. Donc, chacun a le droit de dire j'y vais pas. Et chacun a le droit de dire le montant. Donc, moi, je fixe un minimum de 2000. Mais ça se trouve, le mec, il se chauffe et il dit mais moi, je mets 10 000. Tu vois, ou j'ai des mecs qui mettent plus d'ailleurs. Voilà. Donc, je ne vais pas connaître le montant. Ce que je donne aux gars, c'est une fourchette. C'est une fourchette assez précise, en général à 10% près. Je sais combien on va lever, simplement par expérience, par habitude. Au début, j'étais dans le flou total, mais par expérience, je sais que grosso modo, à un instant donné, on va lever à peu près tant. Et donc, en général, je suis transparent. Enfin, pas en général, systématiquement, je suis transparent. Je dis aux gars, voilà, c'est une fourchette.
On aura la réponse définitive dans quelques jours, mais c'est une fourchette précise à peu près 10% près. Donc, ça peut être 10% de moins, 10% de plus, ce qui n'est pas énorme. Quand on parle de centaines de milliers de dollars, tu vois, le gars, si je lui dis on va mettre 500 000 et qu'en fait, on met 450 000, ça va. Il va pas me dire, bah non, mais c'est de la merde, tu vois, donc ça va. Et effectivement, le fait que ça va très, très vite. Donc, moi, je demande aux membres de mon club d'être ultra réactifs et ils ont quelques jours, mais vraiment quelques jours, parfois 24 à 48 heures ou plus rapide, parfois un peu plus, pour se décider et dire combien ils vont mettre pour que moi j'ai la réponse de OK, voilà le montant total. Et effectivement, en général, je me trompe assez peu. Alors, ça m'est arrivé effectivement de me tromper de plus de 10%, mais ça a toujours été OK, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Ça a toujours été OK. Pareil, je les appelle en disant voilà, on a eu un petit problème, on devait être à 500, on est à 700. Est-ce que, oh zut alors, enfin tu vois, bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Voilà un peu comment ça fonctionne. Effectivement, ils sont alors les fondateurs ils préfèrent. Enfin, ils aiment moins ça. Ils aiment moins ça qu'un fonds qui leur dit direct, bah, je te dis 500 et ce sera 500,00 à la virgule près. Alors que moi, parfois, il y a des centimes, des trucs et des machins. Bon, ça, c'est OK. Ça, c'est une première chose. Ensuite, comment ça marche l'imbrication et le micmac? Effectivement, c'est pas simple du tout et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Mais au début, alors tu me demandais est-ce que le système français facilite ou pas, etc. Au début, j'ai commencé en fait avec une structure française. Donc pour chaque investissement, déjà, je suis obligé de créer une holding. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur de la Silicon Valley, il veut pas voir 400 gars débarquer sur sa cap table. C'est impossible, 400 gars qui vont signer et tout. Donc moi, je crée une holding, je rassemble tout le monde et ensuite c'est la holding qui va investir dans la startup. Hyper simple et c'est moi en fait qui vais me démerder à avoir les 400 signatures. Oui, juste, moi j'ai une question par rapport à ça. Tu arrives vraiment à avoir rapidement 400 signatures? Parce que moi je suis dans quelques SPV et des fois tu vois le truc, ça prend 3 semaines parce que tu as un type, genre il est parti en vacances, il répond plus à ses mails quoi. Alors moi chez Léonis, j'ai été obligé, je connais très bien ce problème effectivement, et en fait j'ai été obligé chez Léonis d'adopter une stratégie. Donc je suis très transparent, je le dis ouvertement, c'est marche ou crève. C'est-à-dire si j'ai pas ta signature à telle date, on ira sans toi et tu te débrouilles pour récupérer ton argent qui est parti aux États-Unis. Donc, je suis obligé. Parce qu'effectivement, je ne peux pas bloquer 398 personnes pour 2 pecnos. Mais en fait, comme j'ai tout de suite expliqué ça et que j'ai des gens motivés, par ailleurs, comme j'ai des gens qui payent pour être là, ce n'est pas des gens qui sont en mode touriste, les gens sont hyper motivés, sont au taquet et j'ai assez peu de problèmes en fait là-dessus. Alors, sur 400 personnes, tu as toujours 1 ou 2 virements qui n'arrivent pas. Et donc, à chaque deal, j'ai 1 ou 2 personnes qui ne sont pas dedans. Je leur explique en disant voilà, tu n'as pas été dedans, tu as raté le coche, etc. Voilà les actions qu'il faut la prochaine fois pour ne pas louper. Et en fait, une fois que les gens ont eu un loupé, en général, ils sont dégoûtés parce qu'en général, je propose des très bons deals, ils sont en mode ouais, c'est trop bien et tout, et ça se reproduit pas. Donc, je suis un peu obligé, c'est un peu barbare, mais je suis vraiment obligé parce que sinon, on s'en sort pas. D'autant plus que, et je pense que vous savez ça très bien, les levées de fonds en fait aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que les levées de fonds en France. Moi, j'ai des mecs sur Zoom le lundi et ils me disent mais moi, je veux closer vendredi, c'est signé, et si t'es pas là vendredi, c'est ciao. Donc, on est obligé, si tu veux, c'est un mindset un peu de gogol, de tout faire instantanément, très rapidement. Donc, au début, je créais des holdings françaises pour répondre à ce que je te disais. Et effectivement, pour le coup, la holding française est vraiment pas terrible administrativement pour ce genre de choses. C'est galère, c'est long. Effectivement, alors, il y a des trucs comme Legal Start qui te proposent maintenant des trucs en 24 heures. Mais c'est quand même hyper laborieux. Il faut envoyer ça au greffe qui te répond. Il faut, tu sais, tu vas en fait, il y a un compte de dépôt de capital où les fonds sont bloqués et seulement quand ça a été immatriculé, les fonds sont débloqués, machin. Enfin, il y a toute une histoire. Ouais. C'est vraiment pas terrible. Et surtout, c'est vraiment, d'ailleurs, encore tout ça, à la limite, j'ai presque envie de dire, je pourrais m'en accommoder, même si c'est galère. Mais une holding, tu dois en fait payer tous les ans pour la maintenir en vie. Tu as à peu près 2 000 € par an de frais. Alors, tu vas me dire, sur 400 gars, ça fait quelques euros par personne, mais c'est quand même chiant. Et donc, en fait, finalement, j'ai fini par me tourner vers les États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, ils ont une forme juridique qui s'appelle le SPV, que tu as mentionné à l'instant, Jedi, et qui est exactement faite pour ça. Et donc, c'est une structure où, en fait, il n'y a pas de frais d'administration. Donc, c'est génial. Tu l'as créé une fois, tu as des frais de création, mais tu n'as pas de frais d'administration. Et c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus simple. Tu n'as pas de capital bloqué, machin, etc. C'est business américain, etc. Donc, en fait, comme maintenant, on n'investit que aux États-Unis, je me suis dit, j'ai pas d'intérêt d'avoir une holding française. Autant avoir la holding aux États-Unis directement, ça revient au même. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est en SPV. Et effectivement, j'arrive à avoir les 400 signatures en temps et en heure. Voilà. Tu passes par la plateforme AngelList pour faire les SPV ou pas? Non. Ok. D'accord, donc c'est un arrangement en interne. Ok, cool. Alors, j'ai 2-3 questions là que je vais enchaîner rapidement. C'est quoi la moyenne, le ticket moyen d'investissement chez Léonis Investissement? Alors, la moyenne, c'est 3 500. En fait, c'est une répartition où tu as 80% des gens qui sont à 2 000
Et tu as 20% qui vont mettre des plus gros tickets, et donc tu as une moyenne à 3500 par deal et par personne. Ok, mais du coup, toi, en tant que structure d'investissement, en général, tu investis combien Pardon. dans les boîtes? Écoute, alors là, il n'y a pas de moyenne parce qu'en fait, ça augmente au fur et à mesure que le club grossit. Ok, ah oui, Donc oui. en ce moment, on met des tickets entre 500 et 700 000 par deal. Ok. Mais il y a un an, on était à 150, on est passé à 200, 250, 300, et à un moment, on sera à 800, 900, et on va atteindre, je pense, 1 million par deal, peut-être cette année 2021. C'est quoi la lifetime d'un deal que tu fais avec ton club en général? J'imagine que la plupart sont toujours en mode freeze et on verra dans 2, 3, 4, 5, 10 ans peut-être si ça a apporté un retour sur investissement. Mais est-ce que tu as déjà une espèce de vue globale en moyenne? Ça dure combien de temps et les gens ils bloquent leur argent pour Alors, combien de temps? ouais, pas du tout. On n'a pas de vue parce qu'en fait, chaque cas est différent. C'est que des cas particuliers. Et donc, chaque Ouais. cas, chaque start est différente et on n'a pas de visibilité là-dessus. La moyenne mondiale du private equity, tu vas immobiliser ton argent 5 à 7 ans. Ok. Mais bon, comme toute moyenne, ça veut rien dire. Nous, chez Léonis, pour l'instant, on a fait une sortie seulement, donc en 4 ans, tu vois. Alors, 2017-2018, on a très peu investi parce qu'on était tout petit. Et en fait, ça fait vraiment depuis 2019 qu'on investit plus régulièrement, donc ça fait 2 ans. Donc, pas de sortie en 2 ans, ce qui est assez logique. Enfin, une sortie, pardon, en 2 ans. Je dis pas de sortie alors qu'il y en a eu une. C'est une sortie qui a eu lieu en 6 mois. Voilà, timing très rapide. En fait, sortir en 6 mois, ça nous intéresse pas trop parce que la boîte n'a pas eu le temps de prendre de la valeur. Et donc, en l'occurrence, dans ce cas particulier, on a fait plus de 50% en 6 mois. Donc, on a gagné de l'argent, c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'on fait ça. Nous, on fait ça Ok, pour aller d'accord. chercher les multiples fois 100, fois 1000 et au-dessus. Et donc, pour ça, il faut attendre au moins 5 ans, peut-être 10 ans. Mais évidemment, tu mets 2000 euros. Est-ce que tu préfères récupérer 3000 au bout de 6 mois? Ou est-ce que tu préfères attendre 10 ans, mais récupérer 1000 fois plus, c'est-à-dire de 2000 à 2 millions? Évidemment, Mhm. il vaut mieux attendre. Ok. Et du coup, là, sur le papier, tu es capable d'un peu calculer le ROI moyen de toute ta structure ou pas? Pas du tout? Pas du tout. Ouais, impossible. Impossible. Mais alors, en fait, à nouveau, la question du ROI moyen, elle s'applique pas forcément. Si tu veux, c'est pas comme si j'étais un ETF ou un truc en bourse ou etc. Parce qu'en fait, c'est une boîte qui fait la performance. C'est toujours comme ça. C'est la Ok, d'accord. répartition discrète. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, on a investi dans 30 boîtes. Même si j'en ai 29 qui se plantent et que j'en ai une qui fait fois 1000, bah, tout le Tout est monde a fait gagné. sa perf. Ok, Enfin, en d'accord. partant du principe que tout le monde est investi partout, ce qui n'est pas le cas, mais voilà. Donc, répartition discrète. Donc après, tout est possible. Voilà. Mais on n'a pas les chiffres aujourd'hui. On se reparle dans 10 ans. Vous me réinvitez sur The Farm Spot et puis Grave. voilà. Et Bien, du trop coup, bien. à l'époque, quand tu as commencé, ce qui était le plus challenging pour toi, c'était vraiment trouver les deals, quelque part. Aujourd'hui, c'est quoi l'élément le plus challenging sur lequel en fait, tu es arrivé à un plafond de verre et que tu vas devoir casser dans les 6 mois, les 6-7 prochains mois? Est-ce que c'est obvious ou est-ce que là, c'est business as usual et en fait, tant qu'on grandit, on grandit et tout est bien calé? Écoute, c'est pas une question facile. C'est plutôt business as usual. C'est vrai, ça se passe bien, ça roule, le truc est rodé. Bon, voilà, ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai Ouais. l'habitude, etc. J'ai structuré une équipe et tout. Effectivement, en 2020, j'ai eu vraiment la question de la croissance, qui est un très très bon problème à avoir, mais je pouvais plus tout gérer seul. Donc, comment je recrute, comment je délègue, comment je monte tout ça en puissance, comment j'automatise. Euh, Aujourd'hui, la seule chose que j'automatise pas et que j'ai pas délégué, etc., c'est effectivement la recherche de deals. Alors, enfin, non, c'est pas la seule chose, mais en tout cas, c'est peut-être la chose la plus importante. J'ai peut-être un plafond de verre là-dessus, mais à la limite, c'est pas dérangeant que ça reste moi. Je pense que ça peut continuer d'être moi pendant encore 10 ans, tu vois. De même que je pense que les mecs qui ont un fonds, un grand fonds d'investissement, ça continue d'être le patron du fonds d'investissement, ça continue d'être Warren Buffett qui trouve les investissements pendant 40 ans, tu vois. Même s'il avait 500 personnes qui bossaient pour lui. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est là-dessus où moi j'ai le plus de pression parce que j'ai intérêt à délivrer des bons deals. Et c'est super compliqué parce qu'on réfléchit à l'aveugle, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc moi, voilà, c'est mon sujet principal. Ça me plaît énormément et je crois, alors là, je m'envoie un tout petit peu des fleurs. Je crois que je suis plutôt pas mauvais. C'est pour ça que j'en suis arrivé là. Donc je prends pas mal de plaisir à le faire en fait. Voilà, je sais pas comment ça va évoluer dans les années qui viennent, mais pour l'instant, j'ai envie de continuer comme ça. On fait grossir le club, on trouve toujours des meilleurs deals et on avance comme ça, quoi. Et j'ai vu sur ton site web que tu parlais de crypto-monnaie et sur ta chaîne YouTube aussi. Du coup, est-ce que ça fait partie de ton mix d'investissement ou est-ce que c'est vraiment quelque chose dont tu parles juste pour ranker sur des mots-clés, etc. et pouvoir ensuite upsell sur ton vrai business? Ou est-ce que tu proposes vraiment des véhicules d'investissement dans des crypto-actifs, etc.
Alors, Plus ta vision en général, si ça t'intéresse aussi d'en parler, ça m'intéresse. Ouais, carrément, avec grand plaisir. Alors, je me suis régalé. Moi, je suis hyper fan de crypto, donc je me suis régalé. J'ai écouté tous vos épisodes. Quasiment, ça devrait s'appeler The NFT Spot, hein, pas The Farm Spot, hein, clairement. Mais c'est fini. Ouais, c'est fini. Mais je me suis régalé. Non, mais c'était vraiment, voilà. Moi, donc j'adore la crypto. Je suis tombé dedans assez jeune, en fait. Enfin, assez jeune. Il y a un petit moment. En 2016, j'habitais à Shanghai. Et en fait, je bossais dans un WeWork, enfin un équivalent. Et en fait, c'est là-bas où j'ai rencontré il y avait plein d'entrepreneurs du monde entier et qui m'ont parlé de la crypto. Et donc, j'ai découvert ça. Moi, je suis ingénieur de formation, donc forcément, le côté technique, j'ai tout de suite pigé et ça m'a vachement plu. Et donc, très très vite, je suis tombé dedans. Et en fait, j'ai eu une chance inouïe dans ma vie, c'est que un beau jour en 2016, il y a un gars qui vient me voir et qui me dit il y a ce nouveau truc là qui vient de sortir la semaine dernière. C'est le prochain Bitcoin, c'est sûr. Ça s'appelle Ethereum. Achète, ça coûte $5. Et en fait, j'ai acheté un paquet d'Ethereum à $5 et que j'ai toujours aujourd'hui. Et donc, j'ai fait 260 000% de plus-value à date ou un truc comme ça, enfin un truc de fou. Et donc, effectivement, pour s'intéresser à la crypto, c'est toujours sympa quand tu as en plus un portefeuille comme ça. Et donc, et alors pour la petite histoire, ce pote a vendu quand on avait mis quelques milliers d'euros chacun. Ce pote a vendu quand il avait fait x10, il a récupéré 10 000 balles, il était content. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'il s'en mord un peu les doigts. Donc effectivement, alors moi comme je m'y intéresse sur YouTube, j'ai profité un peu de la vague en 2017-2018 où tout le monde parlait que de ça pour faire des vidéos là-dessus. Ça me permettait effectivement, c'était toujours des vidéos qui avaient plus de vues en fait. Donc je me suis dit ça me fait monter et c'était intéressant en termes de stratégie parce que les gens qui s'intéressent à la crypto, c'est des jeunes qui aiment les investissements risqués. Et en fait, du coup, le parallèle avec les startups, il est vite fait. J'ai ramené en fait pas mal de monde. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit mais moi en fait je suis découvert par la crypto, je connaissais rien aux startups, mais finalement j'ai envie d'investir dans les startups. J'ai finalement fini par arrêter de parler de crypto sur YouTube parce que j'ai vraiment voulu me recentrer sur mon sujet. Il y a plein de gens sur YouTube sur la crypto, alors que sur les startups, il n'y a que moi. Donc, je voulais vraiment être sur ma ligne directrice, être connu que pour les startups. Donc, aujourd'hui, je ne propose pas dans le club des investissements dans des tokens, dans des crypto-actifs. Je propose des investissements dans des boîtes qui ont rapport avec la crypto. Donc, on a investi par exemple dans BC Diploma, qui est une pépite française, la certification dans la blockchain, dans un premier temps des diplômes, maintenant des normes ISO 9001, etc. etc. C'est l'une des 10 dApps, donc Decentralized Apps, les plus actives sur la blockchain Ethereum au monde. C'est des Français. Donc, on a investi là-dessus, mais on a investi en equity. On a investi dans des parts de la boîte. On n'investit pas dans des tokens. Je continue à avoir des projets. Il y a plein de projets OYC en l'occurrence et partout ailleurs aux États-Unis sur la crypto. Donc je regarde et si on peut investir dans l'equity, je le fais. Alors effectivement, vous devez savoir ça. En fait, il y a assez peu de projets qui vont lever en equity parce qu'en général, ils vont se financer en token pour pas se diluer. Donc on n'en a pas fait beaucoup. Mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, qui me parle beaucoup. Voilà, je suis ça de très très près. Alors pour la petite histoire, mon frère est artiste, peintre. Donc les NFT, évidemment, c'est un sujet qui me parle énormément. Et puis, pour la petite histoire aussi, toute cette histoire dont on a parlé tout à l'heure de holding, de montage, etc., etc. En fait, moi, je vois très bien que dans quelques années, on le fera dans des smart contracts. En fait, on se fera plus chier à faire des SPV, à signer machin et tout. Je dirais aux gens, vous mettez dans le smart contract, et puis c'est le smart contract qui va investir. Donc aujourd'hui, la technique est là. On n'a pas encore la réglementation pour prendre vraiment des parts d'entreprises américaines via un smart contract, mais ça va venir. Ça viendra d'ailleurs aux États-Unis, avant la France, donc tant mieux pour nous. Et moi, ça me simplifiera énormément la vie, parce qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans la paperasse, dans l'administratif. Et quand on sera sur du smart contract, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et comment tu te positionnes justement? Moi, quelque part, c'est une confrontation, c'est une opposition que je vois sur le marché. C'est de plus en plus, comme tu l'as dit, de protocoles, de projets crypto, etc., se lancent en étant basés non pas sur l'equity, mais sur le token. Et je vois aussi de plus en plus d'investisseurs qui disent, moi, je veux pas d'equity, je veux des tokens. Après, à taux préférentiel, etc., bien sûr, tu vois, et t'es vesté. Le même principe que l'equity, juste, c'est relativement beaucoup plus liquide à un moment donné, tu vois. Bien sûr, ouais. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que tu as l'air de vachement tenir à l'equity, mais est-ce que ce mécanisme, en fait, est-ce que cette... je sais pas moi, est-ce que cette analyse en fonction de l'equity tient toujours dans le domaine de la crypto et des coins et de la token économie, etc. De moins en moins. C'est quelque chose que tu peux... Ouais. Ok, d'accord. C'est de moins en moins... Effectivement, ta remarque est tout à fait valable.
à terme aussi, non seulement on investira via des smart contracts, mais on investira peut-être dans des tokens. Peut-être que l'equity ne représentera plus rien. Aujourd'hui, si tu veux, l'equity a quand même quelque chose de très rassurant. Elle est soumise au droit américain. Elle est pas inflationniste. C'est-à-dire que avant d'investir dans des tokens et d'engager des millions ou des centaines de milliers de dollars, il faut bien verrouiller la juridiction compétente. Mais en fait, il y en a pas. Il faut bien verrouiller que le mec il peut pas tout d'un coup émettre tous les tokens qu'il veut. Vous en avez parlé d'ailleurs récemment. Tu peux avoir tous les projets sont open source, donc il y a un projet à côté qui vient et qui clone le truc, et toi tu te retrouves comme un con avec rien. Donc si tu veux, c'est encore trop le Far West, et c'est très bien le Far West parce que ça crée l'innovation. C'est la jungle, il se passe n'importe quoi, et c'est tant mieux. Et c'est super pour jouer avec 1000 balles en tant que particulier, vous, moi, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai quand même une démarche. Derrière, si les gars ils sont plantés, c'est vers moi qu'ils vont se retourner, hein, les investisseurs du club, et ils auront raison. Donc moi j'ai quand même une certaine responsabilité. Donc aujourd'hui c'est trop tôt. À terme, effectivement, on aura des tokens qui seront des equity, ce qu'on appelle d'ailleurs des security tokens, hein, ça existe, et qui seront très très bien encadrés, et la juridiction encadrera tout ça, la juridiction américaine et tout, et on fera comme ça. Et effectivement, on aura un avantage énormissime de liquidité, parce que c'est quand même le gros inconvénient, bien sûr, de l'investissement en startup, c'est qu'il n'est pas liquide, et les tokens vont permettre de répondre à ça. Ouais. Ok. Jedi, tu as des questions? Parce que sinon, je ouais, enchaîner, moi. non, moi du coup, tu es très connecté à YC et aux boîtes de la vallée. Et du coup, tous les batchs ou tous les 2 batchs de YC, en fait, on voit une nouvelle tendance. Ou en tout cas, quand tu vois qu'il y a des mots-clés qui sortent sur Twitter, créateur économie, etc., ça fait sens que dans le batch qui suivent quelques mois après cette émergence de tendance, tu es la moitié des boîtes qui se ressemblent. Ou en tout cas, qui sont sur le même marché. C'est vrai. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as vu là dans les 2 derniers batchs? Est-ce que tu as une tendance émergente qui fait sens pour toi? Est-ce que tu as spoté un truc? Ouais, alors j'ai spoté plusieurs choses. Alors, je ne sais pas si ça va répondre à ta question exactement, mais j'ai spoté plusieurs choses. Premièrement, les 2 derniers batchs, c'est les 2 batchs remote. Et donc, on a beaucoup plus de boîtes, en fait, de beaucoup plus d'endroits. Parce qu'avant, c'était en personne et il fallait venir passer 3 mois à San Francisco. Et donc, tu te doutes bien que le petit mec dans un petit village indien qui a une super idée avec son ordinateur, avec un ADSL pourri, il ne fait pas le déplacement 3 mois à San Francisco, il n'a pas les moyens. Donc, sur ces derniers batchs, on a vu beaucoup de boîtes d'autres endroits, beaucoup de boîtes indiennes, vraiment énormément, et des choses très intéressantes. Beaucoup d'Amérique latine, LATAM, comme ils disent, Latin America, donc voilà, et l'Amérique du Sud. Pas mal de boîtes sur le continent africain. Et toujours très peu de boîtes en Europe, c'est intéressant. Et parmi les rares boîtes en Europe, très peu de boîtes françaises. Alors il y a, je crois, 4 boîtes françaises cette année sur 319, donc c'est vraiment minuscule, et ça te montre que pour YC, les Français, on est complètement nuls. C'est intéressant. Et alors, une autre tendance, c'est que le batch, il augmente énormément en taille. Donc, là, celui d'il y a 6 mois, ils étaient déjà 250. Là, ils étaient 320. Donc, c'est absolument énorme. Ils ont été assez critiqués là-dessus. Michael Sibel, il a pris la parole au début du batch. Il a dit, nous, écoutez, on n'a pas baissé en fait le niveau. On l'a plutôt monté. Mais en fait, comme on est remote, on a accès à tout le monde. Et il a dit, tant qu'il y aura des boîtes qui sont au niveau pour nous, on les prendra. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. Comme ils sont remote, ils ont accès à plus de boîtes et plus de bonnes boîtes. Ça, c'était un peu l'intro. Après, moi, ce qui me frappe pas mal avec YC, c'est qu'ils prennent énormément de copycat, mais dans tous les sens. Tu as le Robinhood pour l'Amérique latine, tu as le Affirm pour l'Amérique latine, et puis à côté, tu as le Affirm pour l'Inde. Tu as le Plaid for de la liste, des fois, tu as carrément Affirm pour Latam. Oui, mais complètement. C'est bizarre. Il y a Affirm for Latam, les mecs, c'est assumé. De l'exprimer comme ça ouvertement, mais bon, ouais. Exactement. Nous, on a investi dans une boîte qui était il y a 2 batchs et il s'appelle Shopify for India, tu vois. Et ça cartonne. Mais les mecs, c'est Shopify for India, point barre. Et donc, ça m'a fait ça me fait toujours assez halluciner. C'est assez mal vu de copier. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on se dit, mais on veut un truc unique, machin et tout. C'était un peu l'esprit de votre podcast au tout début, d'ailleurs, de tiens, regarde, il y a ça aux États-Unis, qui va le lancer en Europe? Et selon YC, c'est pas une idée débile de prendre un truc qui marche ailleurs et d'aller le faire, parce qu'en fait, ils en fondent des tonnes. Donc, j'en ai plein. Là, cette année, on avait le peloton le peloton pour le rameur. On avait le Robinhood pour l'Amérique latine. On avait le Chime for India, etc. Ça s'arrête pas. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire, on prend une recette qui fonctionne. C'est un peu ce que fait Rocket Internet et on le fait ailleurs. Et puis, un truc qui m'a aussi pas mal frappé, c'est qu'ils prennent au sein d'un même batch des boîtes qui sont concurrentes entre elles sur le même marché. Ça, c'est vraiment hallucinant.
Et effectivement, comme ils en prennent 300, je pense qu'en fait, ils se disent, bah, à mon avis, leur raisonnement derrière, je me suis dit pourquoi ils font ça, tu vois. Je pense qu'ils disent, bah, on croit à ce marché-là, on croit à ce produit sur ce marché, mais on ne sait pas qui va gagner. Et ben, on en prend 3. Et comme ça, on est sûr d'avoir le winner. Et en fait, en termes de unit économique d'investisseurs, c'est hyper smart. Parce que si tu fais 3 investissements, il y en a 2 qui vont à 0, tu dis ils vont se planter, on s'en fout, on a le troisième. Le troisième, il suffit qu'il fasse plus que x3 en valo. Et avec les boîtes du YC, elles font x100, x1000, x10 000, etc. Et ils sont quasiment sûrs d'être gagnants, en fait. Donc, je trouve ça hyper malin. Moi, je ne peux pas faire ça dans mon club parce que je fais assez peu d'investissements. On fait 10-15 investissements par an. Donc, je ne peux pas prendre 3 boîtes sur le même marché, sur le même secteur et tout. Mais si je pouvais, peut-être que je le ferais. Je trouve ça assez intéressant. Et après, pour répondre à... Ouais, vas-y. Ouais. Non, vas-y. En général, les fonds, ils aiment pas avoir des compétiteurs dans leur portefeuille. C'est ouvert. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est unanime ce genre de réflexion? Ou bien, tu as donné un exemple. Ici, apparemment, c'est pas le cas. Après, c'est pas un fonds. Enfin, ils sont pas considérés comme un fonds. C'est encore autre chose. Ouais. Mais moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est pas de compétiteurs dans le même portefeuille. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose partout? Bah, c'est assez vrai, je crois, et notamment parce qu'effectivement, tu as ce qui s'appelle le coût d'opportunité. C'est-à-dire que si tu vas investir 2 fois sur le même marché et la même boîte, bah, tu aurais pu mettre de l'argent ailleurs. Et donc, effectivement, je pense que si tu es un fonds et que tu fais 10, 15, 20 investissements par an, tu fais pas ça. Et 99% des fonds n'ont pas un volume monstrueux. YC, ils font 300 2 fois par an, donc ils font 600 boîtes par an. Donc, ils ont tu vois, et je pense que par exemple, Kima en France, qui est l'un des, je crois, le fonds le plus actif d'Europe, qui fait 2 boîtes par semaine, mais je pense qu'ils ont aussi, à mon avis, ils doivent avoir des concurrents dans le portefeuille. C'est obligé, de toute façon, il y en a tellement. Donc, je pense que c'est une question de volume. Encore une fois, moi, je peux pas le faire, mais je trouve que c'est finalement pas si bête. Et alors, pour ce qui est quand même des secteurs, je vais quand même te répondre à cette question-là. Moi, je trouve depuis plusieurs années que vraiment la fintech, moi, j'ai l'impression qu'il y a quasiment que ça, en fait. Alors, moi, personnellement, la fintech, c'est mon secteur aussi de prédilection que j'adore et j'en fais plutôt plus que le reste. Je fais pas que de la fintech, mais j'adore la fintech. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un de mes tout premiers exits, le deuxième exit de ma vie, c'était une fintech, c'était Payplug racheté par Natixis. Donc, depuis, c'est un peu une histoire d'amour. J'ai compris que les banques avaient plein de pognon, allaient se faire disrupter et que voilà. Donc, il y a beaucoup de fintech au YC, énormément. Tout ce qui est les néobanques pour les particuliers, pour les entreprises, tout ce qui va être les trucs de buy now, pay later. Ça, c'est vraiment le sujet de cette année. Il y a eu Affirm qui est rentré en bourse et Klarna qui est énorme. Et du coup, il y avait le Affirm du Latam, le Affirm de l'Inde, le Affirm de l'Europe. Ils y étaient tous. Tout ce qui va être Stripe pour machin, Plaid pour machin. Putain, les Plaid for, il y en a des milliards. J'ai eu la chance d'investir dans Plaid for Latam qui s'appelle Belvo, qui vient du YC et qui cartonne. Voilà, la fintech, ils aiment bien le YC. Moi, j'aime bien aussi. Et en fait, je pense que c'est vraiment la tendance du moment parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses encore à faire, énormément de valeur à créer et donc des très bons investissements à faire. Et la fintech, c'est un des marchés les plus compliqués quand même. Quand tu sors de nulle part, te lancer avec la régulation, etc., c'est quand même. Il y a une grosse barrière à l'entrée, non? Je suis pas d'accord. Non, aujourd'hui, tu as des mecs qui te filent leur, tu sais, comme comment ils s'appellent en France, là, ceux qui ont été rachetés par la Sogé, qui te filent en fait leur licence bancaire. Et toi, tu peux démarrer au jour 1 au nom de... Je pense que Ditto faisait ça, non, Ditto Bank. Je suis pas sûr. Ouais, c'est pas eux auxquels je pense, mais c'est encore eux aujourd'hui qui font Shine, Conto et tout. C'est ouais. Enfin bref, voilà. C'est pas Trésor. Trésor. Voilà, c'est ça, c'est Trésor. Ouais, exactement. Merci, on y est. Ça nous est revenu en même temps, les grands esprits. Donc voilà, Trésor, ils ont la licence bancaire et eux, n'importe quelle startup dit frappe à la porte, bonjour, c'est moi, je voudrais faire une néobanque, une XYZ. Trésor dit ok, prends notre licence bancaire et nous on te facture un fees par-dessus. Très bon business model, très smart et tout. Donc tu en as partout des trucs comme ça et donc aujourd'hui toutes les boîtes elles démarrent comme ça et elles disent quand on sera assez gros, on prendra notre propre licence et on augmentera notre rentabilité. Donc en fait tu as une barrière à l'entrée assez faible et je sais plus qui me disait ça l'autre jour mais il y a pas longtemps c'est peut-être sur votre podcast que j'ai entendu ça. Je me demande, vous allez me dire ça, qu'en fait quelqu'un qui crée une fintech et quelqu'un lui a dit tu vas voir, mais oui c'est chez vous que j'ai entendu ça, je suis quasi sûr. Tu vas avoir 100 000 clients. Voilà, exactement. C'était le CEO de Vibe qui m'avait dit ça, il m'avait dit toutes les fintechs quand elles se lancent, il y a une traction de porc parce qu'en fait c'est tellement évident. Et il avait pas tort. Hein. C'est très Inception, parce que je vous cite vous-même. Tu vois, comme quoi j'écoute, je peux pas tricher, j'ai vraiment écouté. Non, mais j'adore, je suis fan. Et donc, et c'est assez logique, en fait. Vibe, ce qu'ils ont fait, ils offraient, je sais pas quoi, 10 € par inscription à la PayPal. Et donc, et si tu veux, on a une tellement faible barrière à l'entrée. Moi, je sais pas combien vous avez de cartes bancaires et de comptes, mais moi, j'en ai 30, parce que je les essaye, je vois mon préféré, machin. Donc, je trouve pas qu'il y ait une grosse barrière à l'entrée sur la fintech. Je crois qu'il y a énormément encore de sujets et de problèmes. Faut pas oublier, nous, on est des rares privilégiés, mais
tu as beaucoup de gens qui galèrent, pour qui 10 euros, c'est de l'argent, etc., etc., et qui veulent des solutions. Tu vois, on a investi dans une boîte du YC qui s'appelle Grain Technologies et qui aide en fait les Américains à construire leur credit score et un peu à se remettre du système très désavantageux, défavorisant. Si tu as un mauvais credit score aux États-Unis, tu es dans la merde. Et eux, en fait, ils vont t'aider, à la fois t'éduquer, mais en fait, c'est un espèce de compte safe où tu es sûr que tu pourras repayer à temps. Et du coup, en fait, tu es sûr de remonter ta note. Et donc, et tu vois, il y a énormément de choses à faire là-dessus. Donc, et beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Ils ont une croissance énorme parce que les gens sont juste dans la merde. Donc, non, je pense pas que ce soit un marché difficile. C'est très concurrentiel. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens que ça intéresse et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous ai préparé d'ailleurs une petite pépite du YC de cette année qui est une vraie innovation fintech et tu vois que ça a été jamais fait et je pense que c'est intéressant. Il reste beaucoup de choses. Moi, je t'avais envoyé une boîte je sais pas si c'était l'avant-dernier batch, c'était Lend, je sais plus quoi. Et en gros, ils permettent du coup, c'est de la fintech B2B, ils permettent à des SaaS de plugger des produits de crédit dans leur service. Et en gros, tu as un SaaS, tu vends un SaaS à 10 000 balles par an à des boîtes de construction. Et si tu veux, derrière, tu peux aussi leur vendre un crédit. Et en fait, le crédit, c'est toi qui le fais, évidemment, c'est un provider. Et ça leur permet juste d'augmenter leur LTV, leur revenu. Et je trouvais ça pas mal. C'était Lend, je sais plus quoi, j'ai oublié le nom. Ouais, et je sais pas si c'est la même boîte qui, quand tu as des revenus mensuels et ils te le transforment en revenus annuels, ils te payent upfront toute l'année. Vous aviez aussi parlé de ça, je crois. Ouais, ça, c'est une autre. C'est comment elle s'appelle? J'ai oublié. Ouais, j'en ai parlé. J'ai oublié aussi. Je C'était kiffais la tienne, la ça. boîte. Elle était trop bien. Je kiffe grave. Et on attend. D'ailleurs, toi, tu as certainement dû voir des équivalents européens, non? Ou français? Parce qu'apparemment, en France, il y en a quelques-uns là qui se lancent sur exactement la même chose. En fait, c'est un copycat pour la France. Ouais, alors en fait, du coup, moi, je regarde moins le marché français aujourd'hui. Bah oui. Voilà, je reçois encore beaucoup de dossiers parce que je suis assez identifié en France, mais en fait, je regarde peu parce que vraiment, c'est complètement sorti de mon scope d'investissement. Donc, mais non, là, comme ça me dit rien. Ça doit exister, hein, mais ça me Aux dit rien. US, c'était Pipe. Ah oui, c'était Pipe, exact. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et c'est quoi la boîte du coup dont tu veux nous parler là? Je suis curieux. Sauf si Alors, François, tu as d'autres questions sur le parcours, vas-y. Mais Non, sinon, après, on parle de boîte. Vas-y, vas-y, lance-toi. Ça m'intéresse bah en aussi. fait, c'est assez similaire à ce que tu viens de mentionner, Jedi, mais je me souvenais plus qu'on avait parlé de ça, mais ça me revient, hein. Je me souviens qu'effectivement tu me l'avais envoyé. Mais tu vois, en préparant, je m'en souvenais pas. Et donc là, c'est une boîte de ce batch-là du YC, une fintech qui s'appelle Sivo, S-I-V-O, donc c'est sivo.com, et c'est Stripe for Debt. Donc en fait, c'est Debt as an API. Donc tu intègres une API. Donc tu vois, ça ressemble effectivement à ce que tu viens de citer. Et moi, je l'avais quasiment jamais vu. Et en fait, mais eux, si tu veux, c'est même pas si tu as un SaaS ou quoi, c'est ultra large. Tu intègres leur API. Ils ont des modèles. Et n'importe qui, dans n'importe quelle application, va pouvoir proposer de la dette. Et j'imagine les applications qui sont quasiment illimitées. Il y avait, tu vois, une boîte aussi du YC qui permet de, en fait, de payer les travailleurs, je crois que c'est en Égypte, à la semaine. Les mecs, ils ont un salaire tous les mois. Et en fait, tu mets ta fiche de salaire. Ça ressemble à la boîte que tu avais montée d'ailleurs, Jedi, avec les étudiants. Tu mets ta fiche de salaire et eux, toutes les semaines, ils vont te permettre de retirer une partie de ton salaire. Donc, tout ce qui va être, tu vois, aménagement du cash flow, encore une fois, tous ces gens qui n'ont pas 10 000 balles d'économie sur leur compte et qui galèrent. Et il y a énormément de choses à faire. Et eux, c'est Stripe for API et ils ont comme client Uber, parce que c'est des anciens d'Uber qui ont monté ça. Et en fait, je ne sais pas dans quelles conditions ils l'utilisent, mais je vois très bien les applications pour les chauffeurs Uber. Pareil, pour être payé plus rapidement, pour financer ta voiture. Et voilà, toute la gig économie, en fait, il y a des trucs énormes à faire. Et eux, c'est Stripe for Debt. J'ai trouvé ça hyper innovant. Moi, je n'avais jamais vu ça et je trouve ça vraiment cool. Et voilà, c'est ce genre de trucs qu'on... Non. Okay. Non, alors, j'investis pas dans les produits de dette. Trop compliqué, trop risqué. On m'a proposé Klarna sur le marché secondaire pour le club, que j'ai décliné, que j'ai refusé. En fait, bah, tu es quand même assez exposé à ton repaiement de dette, quoi, ou à ton non-repaiement de dette. Donc, c'est quand même des produits risqués. Si ça marche, tout va bien, mais si ça marche pas, tout va mal. Donc, c'est trop risqué pour moi. Je trouvais ça sympa quand même. Il y avait une boîte en France, c'était Robinhood, je crois, qui tu dois connaître. En gros, ça permettait aux gens qui avaient du mal à finir leur mois et qui étaient toujours dans le négatif. En gros, tu as des frais d'agios de port, de top-up ton compte en payant un abonnement mensuel et comme ça, tu évites d'aller dans le négatif. Et du coup, en fait, l'abonnement, il est moins cher que si tu arrivais dans le négatif tous les mois. C'est ça. Et eux, en gros, les taux de défaut, c'est. En plus, ils jouent sur une population qui est toujours dans le rouge.
Donc, tu as une probabilité de haut taux de défaut très élevée. C'est vrai que, je sais pas, là, je sais qu'ils ont rebrand, ils ont levé, ils avancent bien, mais je sais pas où ils en sont. Mais je sais que pour leurs partenaires bancaires, c'est un vrai sujet. Vous jouez avec une population à risque, c'est un vrai un carton rouge quoi, là-dessus. Ouais, et puis tu l'intègres dans tes modèles, mais sauf que toujours la même chose, le signe noir, il arrive une crise mondiale et tout le monde perd son job. En France, on a le chômage partiel, tu vois, mais aux États-Unis, personne ne repaye, quoi. Et donc là, ça peut être très vite compliqué, quoi. Donc après, tu as des boîtes qui arrivent à sortir ça de leur balance sheet et le faire porter par une banque. Et c'est la banque qui se démerde. Mais n'empêche que pareil, si personne ne repaye, la banque, la relation, tu l'as plus, tu peux plus prêter. C'est des sujets vraiment très très touchy. Donc moi j'ai été élevé, j'ai eu cette chance-là. Mon père toujours m'a dit, t'achèteras rien à crédit. Quand tu auras l'argent, t'achèteras ce que tu veux, mais ça sert à rien de t'endetter. Et donc voilà, je fais pas d'investissement dans ce secteur parce que je sais que ça peut être risqué aussi, quoi. C'est pas vrai pour une maison. Une maison tu achètes à crédit évidemment, mais tu sais il y a des gens qui font des crédits à la conso pour s'acheter, j'en sais rien, la PS5 ou voilà, ça c'est pas mon style. Moi, j'ai une question du coup un peu plus macro. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est bien indiqué, mais je me suis posé la question avant de commencer le podcast. Je me suis dit, tiens, je vais l'interroger là-dessus. Tu parles de produits qui en fait, permettent de créer de la dette. On sait bien que la privatisation de la dette, enfin la privatisation du droit de s'endetter, en fait, aux États-Unis, ça a mal tourné avec les subprimes, etc. En 2008, tu parlais du signe noir. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de dollars qui ont été printés sur le marché. On sait par exemple aussi que Tesla a augmenté récemment le prix de ses voitures pour faire face quelque part à l'inflation. Du coup, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques? C'est quoi ton réflexe actuellement? Parce que je sais bien que toi, ton délire, ton taf, c'est d'investir dans les startups aux États-Unis. Comment ça se passe si demain il y a une crise mondiale? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur ton radar ou pas en ce moment? Ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses pas et de toute façon, si ça arrive, tant pis, quitte à mourir, on va mourir tous ensemble, quoi. Alors, Comment tu ouais. te prémunis? Alors, c'est une question que je me pose beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui m'occupe l'esprit. Il y a pas mal de choses pour te répondre. Déjà, tu me poses la question, qu'est-ce qui se passe si demain on est dans une crise mondiale? J'ai envie de te répondre, en fait, on est dans une crise mondiale, hein, clairement. Il y a pas à dire. Et ça a plutôt frappé les États-Unis plus fort, hein, record de unemployment qui avait jamais été atteint depuis 1929. Donc les États-Unis, ils l'ont pris de plein fouet. Ils ont la moitié des morts du Covid du monde, même si maintenant ils sont en train de vacciner beaucoup plus vite. Mais voilà. Donc on est dans une crise. Les crises, c'est des super opportunités pour les startups. Airbnb a été créé en 2008, Google, PayPal, ils ont été créés en 99-2000, et c'est ceux qui ont survécu à 2001 et qu'on voilà. Donc les crises sont vraiment. Pinterest a été créé en 2008. Il y en a des exemples à l'appel, tu pourras regarder. Donc une boîte en fait qui arrive à gagner de l'argent et à exister pendant une crise, bah, quand on revient aux bonnes années, c'est la fête au village, tout va bien. Donc les crises, c'est une très très bonne chose. Et donc, moi, je pense que 2020-2021 sont des excellentes années pour investir dans des startups parce que c'est les startups qui arrivent, encore une fois, à s'en sortir en ce moment, alors que tout le monde est en galère aux États-Unis, personne n'a de job et tout, et même y compris en France, hein, les gens sont enfermés chez eux, machin et tout, les boîtes qui arrivent à s'en sortir. Imagine en temps où tout va bien économiquement. Donc, je pense que 2020-2021 sont des très bonnes années pour investir, 2022 sûrement, et aussi parce qu'aux États-Unis, comme il n'y a pas de chômage, il y a plein de gens qui sont retrouvés sur le carreau et qui montent des business. En France, si tu veux, cette crise, elle n'a pas créé des entrepreneurs. Les gens, ils sont au chômage partiel, ils attendent tranquille à la maison. Enfin, il y en a qui ont monté, mais beaucoup moins. Aux États-Unis, les mecs, ils sont en mode, mais moi, si je gagne pas d'argent le mois prochain, je peux pas payer mon loyer. Donc, ils créent des business. Donc ça, c'est hyper intéressant. Enfin, où ils vont faire les cons sur GameStop et les NFT, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Donc ça c'est hyper intéressant. Ensuite, moi, je suis un grand fan du signe noir, donc de Nassim Nicolas Taleb, et surtout de son deuxième bouquin qui s'appelle Antifragile, et qui est sur, en fait, il y a le signe noir. Comment on fait pour être résistant au signe noir? C'est le thème du deuxième bouquin, Antifragile. Et donc, le principe de l'antifragilité, c'est que quand il y a une tempête, le chêne va se casser, mais le roseau va se plier et il sortira que renforcé, machin et tout. Et donc, il y a pas mal de choses pour te répondre, mais grosso modo, si tu veux, pour prendre le point de l'inflation, alors on peut prendre la question de s'il y a une crise mondiale, mais s'il y a une crise mondiale, il y aura des startups qui feront faillite. S'il y a une crise, disons, encore plus grave, si demain il y a vraiment une crise mondiale incroyable et tout, il y aura des startups qui feront faillite et d'autres non. Mais en fait, c'est déjà dans le modèle. C'est déjà prévu pour qu'il y ait des boîtes qui fassent faillite et qu'on gagne quand même de l'argent, puisque comme on en a parlé tout à l'heure, la répartition est discrète. Il suffit d'avoir une boîte qui marche bien pour voilà. Et tu as aussi des startups qui vont bénéficier de la crise.
un exemple, notre meilleure boîte à date du portefeuille, c'est une boîte qui s'appelle Oxygène. Oxygène, c'est une néobanque, donc encore de la fintech, pour les jeunes entrepreneurs, pour les startups. C'est un peu le Conto américain, si tu veux. Néobanque en ligne pour les jeunes startups, les jeunes entrepreneurs. Et les mecs, ils ont démarré en janvier 2020. Donc évidemment, 2020, pour eux, c'est une année extraordinaire parce que tout le monde, comme je viens de le dire, monte sa boîte et tout le monde a besoin d'un compte. Et donc, ils sont passés de 0 à 100 000 clients en 11 mois, alors que pour comparer, Conto, ça leur a pris 6 ans. Tu vois. Donc, il y a des boîtes à qui la crise bénéficie. Donc, qu'il y a une crise mondiale, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont, au contraire, surfer sur la tendance et qui vont réussir. Maintenant, sur le sujet de l'inflation, qui est un sujet hyper intéressant, qui est un peu à part, parce qu'on peut avoir de l'inflation sans crise, on peut avoir une crise sans inflation, voilà. Mais en tout cas, le sujet de l'inflation intéresse beaucoup de monde en ce moment. Moi, je pense que l'inflation peut revenir. Alors, la Fed a dit que ça ne reviendrait pas avant 2023. Donc, on est quand même tranquille là pendant 2 ans. Donc là, il faut profiter, il faut kiffer. Il n'y a jamais eu autant d'argent, il n'y a jamais eu autant d'argent sur les marchés, et il n'y aura pas d'inflation. Donc, la vie est belle, on est tranquille pendant 2 ans. Bon, après 2023, moi, je ne serais pas étonné que l'inflation revienne pour justement un peu abaisser cette dette énorme, on s'est endetté. Et en fait, un remède très simple contre l'inflation, c'est d'être investi sur des actifs. Qu'est-ce que c'est des actifs? C'est des parts d'entreprise. Donc en fait, moi j'investis à titre perso, pas avec mon club, c'est pas mon métier, j'investis à titre perso dans le stock market, enfin en bourse, essentiellement aux États-Unis en ce qui me concerne, mais peu importe. Et dans le club Léonis, on est aussi investi dans des actifs puisque c'est des parts d'entreprise. Et donc quand il y a de l'inflation, les parts d'entreprise, elles ne perdent pas de valeur. Ce qui perd de la valeur, c'est ta monnaie, ton dollar. Mais tes parts d'entreprise, elles ne perdent pas de valeur puisque les parts d'entreprise, elles représentent une réalité, un chiffre d'affaires des clients. Donc, quand il y a de l'inflation, les prix de l'entreprise augmentent, le chiffre d'affaires augmente et la valeur de l'action augmente en parallèle avec l'inflation. Et donc, tu subis pas l'inflation quand tu es investi en action. Donc, ça pose pas du tout de problème finalement à Léonis Investissement parce qu'on est investi en action. Et moi, mon cash perso, il est essentiellement en bourse. Il est en crypto, bien sûr. Et donc, la crypto, c'est pareil. C'est le Bitcoin notamment, le truc le plus anti-inflationniste possible. Donc, moi, je suis pas trop inquiet de l'inflation. Je serais même heureux qu'on ait de l'inflation parce que ça ferait monter mes actions, ça ferait monter mes cryptos et ça ferait monter les prix de mes boîtes et de mes startups, etc. Voilà. Ok, super intéressant. Et du coup, tu fais tout ça pourquoi? C'est-à-dire ce club qui a l'air quand même de grossir plutôt pas mal, qui va encore grossir, tu as maintenant des employés, donc c'est des responsabilités, tu investis ton argent, donc tu as envie de t'enrichir et tu veux faire quoi avec cet argent-là qui va rentrer dans les prochaines années? Je pense que dans les boîtes dans lesquelles tu t'investis, tu prends quoi? 20% de carry? 20, 30? 20%? 20, plus tes Ethereum, plus ton stock et tout ça, tu vas vite taper les plusieurs dizaines de millions certainement dans les prochaines années, 5-10 prochaines années. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Écoute, c'est une très bonne question. Je sais pas, j'ai pas prévu puisqu'en fait je l'ai pas encore. Donc voilà, je peux m'amuser à me projeter, à rêver. Alors je peux quand même te donner quelques éléments de réponse. Je vais m'acheter une vie confortable, une tranquillité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sécurité de se dire, voilà, j'ai mis ma famille à l'abri, même si j'arrête de travailler, etc. Bon, c'est toujours agréable. C'est pas le cas aujourd'hui. J'ai encore besoin de, voilà, mais si ça se produit, effectivement, ce sera pour ça. Alors, ma vision, en fait, c'est pas la question que tu m'as posée. Je sais pas si c'est la question que tu m'as posée. Toi, tu me dis qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Bon, je l'ai pas, donc je sais pas encore. Je vais quand même te donner des éléments de réponse, mais tu me demandais aussi pourquoi je fais ça. En fait, moi, j'ai vraiment créé Léonis Investissement pour résoudre mon propre problème. C'était le petit gars qui voulait investir 2000 € sur des super boîtes, mais qui avait rien. Et donc, c'est vraiment ça ma promesse. Et aujourd'hui, j'aide 400 personnes. Et ces gens-là, j'ai l'impression, aiment beaucoup ce que je leur propose et ils ont beaucoup de reconnaissance envers moi de leur proposer ces opportunités. Et donc pour moi, c'est ultra enrichissant, valorisant. Tous les jours, j'ai des gens qui me disent mais merci, c'est grâce à toi. C'est tu vois un sentiment complètement incroyable. Et surtout que je ressens cette pain parce que moi aussi j'avais ce problème de me dire mais moi je peux investir que sur mon livret A, c'est horrible. Les bons deals. Et en fait, les bons deals de la Silicon Valley, ils étaient accessibles que aux grands fonds d'investissement et entre guillemets aux gens qui sont déjà riches. Et nous, les pas riches, comment on fait pour s'enrichir puisqu'on n'a pas accès aux meilleurs deals qui vont gagner de l'argent, tu vois. Donc c'est vraiment cette idée-là, moi j'ai pour rêve, pour but de créer au moins 100 millionnaires en France grâce au club Léonis Investissement. Et je pense que c'est très atteignable, très, très faisable, pas en 2021, mais dans les années qui viennent, créer 100 millionnaires. Ça, ce serait vraiment un truc génial. Et je sais que je pense
99% de mes membres devenir millionnaires, ça changerait leur vie pour toujours. J'ai des gens très fortunés, donc eux, ils s'en foutent, mais la plupart des gens sont des gens normaux, comme toi et moi. Et donc ça changerait vraiment leur vie. Donc ça, c'est vraiment ma mission. Après, effectivement, si je gagne de l'argent ou beaucoup d'argent, tant mieux pour moi. Et effectivement, ça mettra ma famille à l'abri. Pour quand même te répondre, je ne veux pas esquiver la question, pour quand même te répondre là-dessus, qu'est-ce que je fais effectivement si demain j'ai un patrimoine en dizaines de millions, ce qui est vraiment pas du tout le cas aujourd'hui. J'ai la conviction que quand tu atteins des patrimoines élevés, ça t'ouvre des portes de faire des choses plus intéressantes. Quand tu atteins les dizaines de millions, et je pense même quand tu atteins les centaines de millions et les milliards, en fait, tu as accès à des projets auxquels tu n'as pas accès si tu as 1, 2, 3 millions sur ton compte en banque. Plein d'exemples. Moi, j'adorerais faire une SPAC. C'est tout bête. Mais pour faire une SPAC, il faut mettre entre 5 et 10 millions sur la table à titre perso. Tu peux expliquer vite fait ce que c'est une SPAC? Ouais, bien sûr. Donc une SPAC, c'est une Special Purpose Acquisition Company. Alors, c'est pas simple à expliquer, mais c'est une coquille vide qui est cotée en bourse sur le nom, la notoriété de la personne qui l'a créée. Donc moi, Gabriel Jarosson, je cote en bourse des actions d'une coquille vide qui ne représente aucune société. En général, chaque action vaut 10 euros et je fais appel public à l'épargne. Je vais faire les plateaux télé, les plateaux radio. Enfin, c'est comme ça que font les gens. Moi, je le fais pas parce que je peux pas le faire. Mais et je dis aux gens, confiez-moi votre argent en achetant ces actions-là en bourse. Et avec cet argent, une fois que j'aurai récolté cet argent, c'est une sorte de levée de fonds. Je vais aller investir dans une boîte, une super startup qui est aujourd'hui non cotée, donc auquel vous n'avez pas accès. Et qui du coup de facto va devenir cotée puisque les actions cotées qui ne représentaient rien, qui représentaient la coquille vide, vont devenir les actions de cette boîte-là. Je ne sais pas si c'est une bonne explication ou pas. En gros, c'est l'équivalent de ce que tu fais aujourd'hui, mais fois 100, quoi. Ouais, ça ressemble à ce que je fais aujourd'hui, mais sur le marché boursier. Ouais, absolument. Okay. Voilà. Et donc vampirise le privé pour le rendre public. C'est ça. Ouais, absolument. Enfin, ouais, c'est ça. Et donc aux États-Unis, ça cartonne en ce moment. Alors c'est la mode. Alors d'ici à ce que j'ai à la fois la notoriété et les fonds nécessaires, c'est-à-dire dans peut-être 20 ans, ce sera peut-être complètement passé de mode. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, si j'avais, tu m'as posé la question, qu'est-ce que je ferais de tout cet argent que je n'ai pas aujourd'hui? Je ferais peut-être ça. Ce serait marrant, intéressant. Mais il y a plein d'autres choses. Tu vois, moi, j'adore Mark Cuban parce que je regarde son show depuis le début. Shark Tank, c'est ma religion. Et lui, tu vois, il a racheté les Dallas Mavericks. Il s'est juste acheté une équipe de basket. Je crois qu'il les a payés 300 ou 400 millions. Aujourd'hui, ça vaut, je crois, 10 fois plus, 3 ou 4 milliards. Donc, c'est pour lui la meilleure opération de sa vie. Mais il fallait quand même mettre 300, 400 millions sur la table au départ. Donc ça, moi, ça me ferait kiffer. Enfin, j'ai pas envie de racheter le PSG. Hein, ça me fait chier. J'aime pas le sport. C'est juste pour donner en fait un exemple de ce qui est possible quand tu as 300 millions à dépenser. Voilà. Je pense que ça t'ouvre des projets nouveaux, des choses intéressantes. Ça te fait rencontrer des personnes que tu rencontrerais pas. Quand tu fais des projets à 100 millions, tu vas rencontrer des gens qui sont les grands de ce monde, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose... je pense que l'argent serait pour moi un outil d'aller sur des projets encore plus stimulants intellectuellement, encore plus intéressants, etc. Mais ok, d'accord. Putain, c'est super intéressant tout ce que tu racontes. François. Cette titille, ça te stimule tout ça. Ouais, t'as une. Vas-y, impose. Non, j'allais parler de. Tu pourrais peut-être fonder le next Elon Musk dans la conquête, non pas de Mars, mais de Vénus, j'en sais rien. Tu vois, c'est le genre de truc que tu pourrais faire dans 20 ou 30 ans, peut-être. Super intéressant. Une autre possibilité, c'est de faire effectivement de plus être dans l'investissement et de dire maintenant avec tout cet argent, je fais comme Elon Musk. Effectivement, moi il y a un sujet en ce moment qui me parle pas mal, c'est la prolongation de la vie. C'est un sujet dont j'entends beaucoup parler dans la Silicon Valley. Vous en avez parlé aussi d'ailleurs, je crois. Ça pourrait être ça ou autre chose. Pourquoi pas? Ça peut être aussi. Mais si tu veux, aujourd'hui, j'ai pas de porte de sortie pour Léonis Investissement parce que j'en veux pas. Donc ça, c'est si j'arrêtais complètement Léonis, c'est que je faisais autre chose. Mais je sais pas. J'ai pas prévu d'arrêter parce que ça me plaît et ça marche bien. Donc voilà. Alors, j'ai une question un petit peu... j'ai envie de te la poser parce que c'est quelque chose que je me dis à chaque fois que je tombe sur un YouTuber qui me propose d'investir sur quelque chose, et la plupart du temps, c'est via des pubs, justement. Je me dis, oulala, attention, la tête de ce type me dit que c'est un gros scammer, le contenu qu'il fait, ça a l'air d'être du scam. Tu vois, c'est genre le mec il sort au ralenti de sa Porsche et puis il jette les clés au type et puis ensuite il va boire un cocktail et il dit voilà, tu vois, si tu veux arrêter de travailler, ton argent peut travailler pour toi. Et puis là, il coupe et il met, et puis ensuite, livre blanc, etc. Après, c'est le funnel classique. Ouais. On sait tous que ça existe. Comment tu fais, toi, et pour ne pas tomber dans cet écueil-là? Alors après, tu passes sur des podcasts géniaux comme Farspot, du coup. C'est vrai. Voilà, tu vois, c'est ce qui te permet de sortir de la masse, tu vois. Mais comment en vrai, tu fais pour
pour ne pas tomber dans cet écueil-là, et en fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être mal interprété? Et aussi, ça c'est la troisième question, c'est que tu disais que tu avais plusieurs types de profils utilisateurs, investisseurs. À la base, il y a des gens qui sont fortunés, et puis là, il y a de plus en plus de gens lambda. Aujourd'hui, tu arrives à avoir une vue sur le profil type que tu cherches. Tu parlais aussi tout à l'heure, ouais, les gens qui aiment les cryptos en général, c'est les gens qui aiment bien les investissements risqués, du coup les startups, ça leur fait sens, etc. Aujourd'hui, c'est quoi l'âge moyen du type qui investit chez toi? C'est quoi son revenu moyen? Enfin, ça ressemble à quoi un type qui investit chez Léonis? Parce que moi, tu vois, typiquement, j'ai jamais eu cette opportunité. Or, je pense que je pourrais me le permettre, tu vois. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passe. C'est 2-3 questions qui me passent à l'esprit. Donc, comment ne pas tomber dans le scam ou dans l'impression de scam? Comment toi tu juges ton marché Enfin, du coup, c'est pas ton marché, tu vois, mais comment tu juges les gens qui font un discours qui est quelque part un peu comparable au tien sur YouTube, et à quoi ressemblent tes utilisateurs, tes investisseurs? Ouais, alors, comment pas tomber dans le bling bling? Bah en fait, j'en fais pas. C'est-à-dire que moi, je fais toujours mes vidéos sur mon canapé. Alors là, il est un peu plus beau, mais tu vois, ça fait 4 ans. J'ai enfin changé de canapé. Mais sinon, j'ai un canapé mais dégueulasse, moche, acheté 100 balles à Ikea, à moitié troué et tout. Enfin, vraiment moche. Euh, je fais pas toujours l'effort de bien m'habiller pour mes vidéos parce que parfois je suis en jogging et je m'en tape. Donc non, mais effectivement, j'ai pris la ligne éditoriale de pas faire de bling bling. Donc en général, ça m'arrive de partir en vacances au soleil au bord d'une piscine. Bah en général, je fais pas de vidéos à cet endroit-là. Je fais plutôt des vidéos chez moi dans mon petit appartement pourri. Et voilà, je m'étale pas sur Internet en disant mais regardez, moi je suis le plus fort, le plus beau, le plus riche. J'aime pas les belles voitures. Je fais pas de trucs dans les jets privés parce que j'en prends pas. Et voilà, j'habite dans un appartement parisien tout à fait banal. Donc je suis pas dans le show-off. Effectivement, ça me démarque pas mal parce que je suis pas le seul, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans le show-off. Et c'est vrai que ça fait arnaque. En fait, pourquoi ils le font? Parce que ça marche, mais ça attire pas les personnes que moi je veux attirer. Ça attire des gens qui sont vraiment en quête d'argent rapide, qui sont pas du tout éduqués financièrement et qui se disent ok. Et en plus c'est tout con parce que la voiture en fait ils l'ont tous louée, tout le monde le sait. Mais ils se disent ok, moi aussi je veux la bagnole et la belle montre et voilà, j'ai une montre très, tu vois. Donc je suis pas là-dedans et effectivement les gens apprécient plutôt ça de moi. On m'a souvent dit bah oui, au moins heureusement t'es pas dans le bling bling. Et encore une fois, ça m'arrive d'être dans des belles villas avec des palmiers et des piscines, mais c'est pas à ce moment-là où je fais une vidéo en disant regarde toi aussi tu veux une villa. Non, on s'en fout. Quand je fais une vidéo, je suis sur un canapé parce qu'on parle de trucs sérieux et voilà, tu vois, on est dans un décor très moche, pas rangé, je m'en excuse. Et voilà, j'ai pas mis un fond virtuel, voilà, authentique. Donc Jedi non plus, tu sais, c'est tout à fait. Ouais, je sais qu'il est vraiment, c'est son chalet, ouais, ça marche, ça paye bien, The Farm Spot. Donc j'ai vraiment, mais par ailleurs, tu vois, j'ai vraiment la vie de Monsieur Tout le Monde. Enfin, tu vois, moi, j'ai plein de copains infopreneurs qui sont en ce moment à Dubaï et qui tous les jours mettent une story confinement. Regarde, moi, je suis à Dubaï. Et en fait, je suis pas du tout comme ça. Il se trouve que pendant le confinement, je suis à Paris comme un con. Mais tu vois, pendant le deuxième confinement, je me suis effectivement cassé en Martinique. J'ai passé un mois en Martinique au lieu d'être confiné à Paris. Il faisait froid et moi, il faisait chaud. Mais j'ai fait 0 story. J'ai fait quelques vidéos parce que j'étais parti un mois et j'allais faire des vidéos. Mais j'étais pas dans les vidéos à dire regarde, toi aussi, tu veux des palmiers. J'étais dans les vidéos à parler en disant voilà ce que je suis là pour te raconter. Donc en fait, c'est assez facile de pas tomber dans ce travers-là. Jamais dans mes vidéos tu vas me voir en disant tu veux gagner plein de pognon comme moi, viens. Non, je dis si tu veux investir dans des super startups, que ça t'intéresse, que tu veux faire partie de ces aventures, là, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième question, comment je vois les gens qui font ça? Bah écoute, comme je te le disais, ça fonctionne. Donc c'est un peu triste, mais tant qu'il y a des pigeons pour cliquer, ils continueront de le faire, tu vois. Et il y a quand même un vrai côté. Beaucoup de gens sur Internet vont pas te croire. Alors c'est pas mon cas à moi, les gens ils me croient parce que moi je montre ce que je fais et voilà. Mais beaucoup de gens se font traiter en fait au départ de mythos. Ah mais si tu gagnais autant d'argent, pourquoi t'es sur un vieux canapé ou etc. Et donc les gars ils sont un peu obligés d'une certaine manière de dire regarde j'ai plein de fric, j'ai pu louer cette Lamborghini pour 1000 balles la journée parce que j'ai plein de fric et que je m'en fous. Donc tu vois, je pense à Théophile Hélier, c'est le champion toute catégorie du show-off. Mais parce que les gens croient pas qu'ils gagnent de la thune, alors qu'ils gagnent énormément d'argent, tu vois. Donc voilà, j'en pense pas grand chose. Je ressemble pas à ces gens-là. J'ai pas envie d'y être affilié. La seule chose que j'ai en commun, c'est que j'utilise YouTube et que je fais de l'investissement, mais je fais
pas YouTube de la même manière qu'eux et je fais pas de l'investissement de la même manière qu'eux non plus. Donc, si tu veux, YouTube, c'est un médium, mais c'est très large. Après, il y a aussi des gens qui font de l'ASMR sur YouTube et on me compare pas à l'ASMR. Donc, voilà, bon, je suis assez distant de ça. Ok. C'est des gens que je connais parfois, mais voilà. Et tu vois, de la même manière, par exemple, je suis pas parti habiter dans un paradis fiscal. Moi, j'ai plein de copains, mais plein, qui sont en Estonie, à Malte, à Dubaï, tous les infopreneurs français. Hein, moi, je les connais bien. La plupart, je les connais personnellement. Il y en a vraiment pas beaucoup qui sont à Paris. Je crois que le seul qui est à Paris et qui le revendique, c'est Antoine BM. Et puis à moi. Et tu vois, ça fait aussi, enfin, ça rassure, ça fait sérieux. Et je le revendique. Et pareil, comme on parle d'investissement, tu vois, si l'argent, il commençait à transiter au Panama ou j'en sais rien, à Malte ou à Dubaï, c'est pas la même chose. Moi, je dis aux gens, mon siège social, il est en France. Moi, j'habite en France. Si la police française veut venir me chercher et me foutre en tôle, ils ont mon adresse. Donc, j'ai pas intérêt à déconner. Donc, tu peux être assuré que, voilà. Et parce que je parle de sujets plus touchy qu'un mec qui va te vendre une formation à 197 €, lui, il peut être en Estonie, on s'en fout et il paye pas d'impôts, tu vois. Voilà. Donc, je suis en France et j'ai l'intention d'y rester. Et c'est aussi pour rassurer, etc., etc. Du coup, la troisième question sur mon profil type. Alors, c'est marrant parce que en terminant ta question, tu m'as dit, bah, tu vois, moi, ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais j'ai jamais eu l'opportunité. En fait, ce que j'ai remarqué avec ce que je fais, c'est que les gens savent pas que ça existe. Et dès que les gens, enfin pas 100% des gens, mais quand les gens comprennent que c'est possible avec ces sommes-là, etc., assez vite ils sont convaincus et ils disent en fait, je savais pas que c'était possible, mais ça m'intéresse. Et donc moi j'ai vraiment, si tu veux, un problème entre guillemets. Enfin c'est pas un problème, mais j'ai vraiment besoin de faire connaître en fait ce que je fais. Et c'est ce que je fais avec YouTube. Comme d'hab, quoi. Voilà, la distrib, exactement. Et donc, et en fait, tu vois, c'est pas du tout comme, encore une fois, ces milliards de YouTubeurs sur l'investissement immobilier, hein, 90% c'est ça, où là tout le monde sait que c'est possible, acheter un bien, le mettre en location, ils font tous la même chose, mais tout le monde sait en France, surtout en France, que ça existe. Moi, les gens ils disent mais je connaissais pas ce truc de startup, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Donc ça c'est une petite voilà une petite parenthèse, une intro sur qui sont ces gens-là. Bah, c'est les gens qui ont eu cette curiosité d'aller sur YouTube, de m'avoir découvert. Alors la moyenne d'âge du club c'est 39 ans, des gens dans le club. Il y a comme toujours dans l'investissement, et malheureusement je le regrette, 80% d'hommes. Bon, ça c'est l'investissement, hein, c'est toujours comme ça. Et ensuite, les profils types, il y en a plusieurs, mais grosso modo, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise, parce qu'en fait, c'est des gens, ceux qui ont réussi ou un minimum réussi, qui ont un peu plus d'argent. C'est des gens qui aiment la prise de risque, et c'est des gens qui comprennent la valeur d'investir dans des parts d'entreprise, puisqu'ils en ont eu, ils ont vu la valeur que ça a pris. Donc, j'ai beaucoup de dirigeants, de chefs d'entreprise, et puis j'ai beaucoup d'employés tech, de startups françaises, qui en fait, pareil, sont un peu dans cet univers tech. Ils ont peut-être eu des BSPCE ou pas, mais ils ont découvert un peu ça. Et pour toutes les boîtes tech, surtout celles qui marchent bien, bah, c'est les États-Unis le modèle. Et donc, en fait, bah, ils se disent, bah, voilà, moi, je peux investir aux États-Unis. Voilà. Alors, c'est des gens forcément qui ont un minimum de salaire ou d'épargne. C'est-à-dire que c'est pas encore accessible à tout le monde. Si tu es au SMIC, c'est quand même compliqué de sortir 10, 15, 20 000 euros par an pour investir. C'est normal. Mais en mettant ce ticket à 2000, j'essaie quand même de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, c'est des gens parfois très jeunes, mais qui ont des salaires confortables, qui peuvent épargner 500, 1000, 1500 euros par mois, et qui s'intéressent à ça, qui ont cette curiosité, etc. Et j'ai beaucoup de gens qui investissent dans l'espoir, bon, bah, c'est normal, hein, c'est un produit où on investit en espérant gagner. Donc, c'est des gens qui vont être intéressés par une forme de liberté financière, d'indépendance financière à terme, et qui disent, bah, je place un peu d'argent là, on ne sait pas ce que ça va donner, mais si je fais un beau coup, bah, dans quelques années, ça me fera un pactole, quoi. Ok. T'as entendu parler des employee-led SPV? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un asset? Est-ce que ce serait pour toi une bonne façon d'entrer dans une boîte? C'est-à-dire d'investir tout dépend de ce que tu appelles les directement. employés led SPV, parce que tout est possible. Est-ce que tu parles de parce que je crois que vous en avez parlé, le gars qui dit mais moi je suis dans cette boîte et je fais rentrer mes copains. Est-ce que tu parles du marché secondaire en disant moi je veux sortir et on va se regrouper avec plusieurs employés pour sortir en même temps? Tout est possible dans les employés led SPV. Dans l'ensemble, je trouve Moi, que c'est une bonne initiative, mais je veux bien que tu précises. Alors, moi, je pensais à ce moment-là dans le gars qui a un insight dans une boîte et qui est first ou qui fait partie des 50 premiers employés, qui en plus, du coup, se dit qu'il n'est pas assez incentivé probablement sur les BSPCE ou l'équivalent, et qui se dit, bon, ben, la prochaine levée de fonds, je vais proposer à mes potes de rentrer. Est-ce que toi, c'est un médium qui t'intéresserait, même à titre privé, pas forcément avec Léonis, parce que j'imagine que via Léonis, c'est quelque chose qui est plus compliqué à organiser, mais à titre privé, est-ce que c'est pour toi un bon signal ou pas qu'un employé veuille lever des fonds pour sa boîte? Alors, oui, je trouve que c'est vraiment une bonne chose.
une boîte qui cherche des fonds, tu vois, à la limite, c'est peut-être même mieux pour elle que ce soit son employé qui investisse, qui entre capital plutôt qu'un inconnu. Effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'employé, il a des insights. Donc c'est vraiment ça la partie en fait hyper intéressante. Et tout est question de est-ce que tu fais confiance à cette personne ou pas et à son insight, est-ce que tu la crois et est-ce que tu as confiance en cette personne? Alors, pour te répondre sur moi personnellement, effectivement, avec Léonis, ce serait probablement compliqué, même si je ne l'exclus pas, il ne faut rien exclure a priori. Moi, à titre perso, quand tu vois, là, à l'instant, en t'écoutant, dans ma tête, tout de suite, ma première réponse, c'était bah oui, bien sûr, ça peut m'intéresser. En fait, je suis assez difficile parce qu'en fait, moi, si tu veux, comme mon métier, c'est de me faire des convictions sur des boîtes et d'y investir, j'ai remarqué que ma conviction, elle était rarement partagée avec les autres. J'ai une vision très spécifique et je suis jamais d'accord avec grand monde. Enfin, parfois, je vais être d'accord sur une boîte avec quelqu'un, mais pas sur la boîte d'à côté, etc., etc. Donc, c'est dur pour moi, en fait. C'est pour ça que je suis très peu dans LPs, dans des fonds, investisseurs dans des fonds, parce que moi, je veux contrôler chaque investissement et donner une somme à un gars en disant tu vas décider à ma place. Moi, ça me fait chier parce que je vais penser que je vais pas être d'accord avec lui sur les décisions. Parce que j'ai une vision très personnelle. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la mienne, donc forcément, voilà. Donc, pour cette raison, probablement, je le ferai peut-être pas, du coup. Ok, d'accord, intéressant. Ok, Jedi, t'as des questions Ouais, moi, est-ce que tu as eu un exemple, parce que tu me parlais de forte conviction, et je me souviens la toute première fois qu'on s'était parlé, début 2020, c'est vrai que tu étais venu avec des fortes convictions aussi quand je t'avais pitché ce que je voulais faire, et du coup, tu m'avais parlé d'autres boîtes qui t'intéressaient, et je voyais qu'effectivement, tu as des convictions très... Contrarien. Ouais, mais oui, il y a ça, mais genre, il a un avis, quoi. Enfin, tu as un avis. Ok. T'es pas neutre, et on ne te convainc pas facilement, quoi. Tu as vraiment un avis. Et c'est du important coup, pour faire ce que je fais. ouais, mais clairement. Parce qu'en fait, c'est ton métier. Ton métier, c'est de la décision permanente. Donc, tu as intérêt à avoir un avis et de savoir peser le pour et le contre et d'avoir une vraie vision, quoi. Et du coup, est-ce que tu as des exemples de boîtes pour lesquelles tu avais un certain avis et ensuite tu as totalement chaviré de l'autre côté de la vie parce que tu as eu une information quelconque, ou alors, plutôt cet exemple-là, tu avais un avis et tu t'es rendu compte qu'avec le temps, ton avis, il n'était pas bon et en fait, ça a fait totalement l'opposé. Donc, par exemple, tu t'es dit, cette boîte-là, jamais je pourrais investir. Et en fait, tu te rends compte que 6 mois après, c'est un carton total. Et tu te rends compte que si tu fais du retro-engineering, que ton avis était faussé à cause de ABC. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu as un tout le exemple temps. là concret avec une boîte J'ai plein d'exemples. Si tu veux, le métier d'investisseur, et c'est quand même le métier de se tromper. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on décide avec les yeux bandés, on décide dans le noir. On décide à un instant T, j'y crois, j'y vais, et la boîte se plante misérablement. Ou alors on décide à un instant T, j'y crois pas du tout, c'est nul, et la boîte explose. Donc j'ai plein d'exemples à te donner. Alors, je t'en donne deux, dans un sens comme dans l'autre. Au tout début de ma vie d'investisseur, quand j'investissais sur les plateformes, j'investis sur une boîte qui s'appelle Tribway. Et Tribway, c'est du social shopping. C'est Amazon mixé à Facebook. Donc, tu vois ce que tes potes achètent et tu peux acheter comme eux. Il y a des listes de recos, machin et tout. J'y crois énormément. À l'époque, j'avais pas encore mes critères d'investissement aussi formalisés qu'aujourd'hui. Et la boîte s'est complètement pété la gueule. En fait, 6 mois plus tard, il y a eu une mise à jour de l'algo Google. C'était à l'époque où il y avait des grosses mises à jour qui avaient des noms pingouins, machin et tout. Et leur trafic a été divisé par 10. J'avais mal fait ma due diligence technique. J'avais pas vu qu'ils étaient pas compliant avec tous les trucs de Google et tout. Et le site a juste été à zéro et c'est un échec total, mon investissement. Donc j'avais investi 2000 euros et ils se sont fait racheter, complètement hallucinant, et j'ai récupéré 200 euros. Donc clairement, ils se sont fait racheter 10 fois moins cher que ma valo d'investissement et j'ai perdu 1800 balles et c'était un échec total. Et en fait, voilà, j'avais une conviction forte au moment où j'ai investi, c'est pour ça que j'ai investi. Et assez rapidement, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, c'est pas terrible comme idée. Ça a déjà été tenté 100 fois, ça marche un peu jamais. Tu sais, c'est le genre de boîte que tous les ans on les voit. J'en vois encore là en 2021 des mecs qui veulent se créer du social shopping. J'investis plus, du coup, parce que ça m'a vacciné. Mais il y a des genres de boîtes comme ça qui reviennent tout le temps et qui, pour moi, marcheront jamais. Pour moi, je les classe, je les identifie. Je te donne un autre exemple, c'est tous les mecs qui sortent d'école de commerce. Ils veulent créer une application pour payer en groupe dans les bars. Tu commandes 10 bières et tu payes moins cher, ou tu commandes en avance et quand tu arrives, ta bière, elle est déjà servie. J'en ai vu, mais je te jure, mais 50, 60 des applis comme ça différentes. Et en fait, ça marche pas. Ça marche jamais. Donc, c'est pas la peine d'essayer. Si quelqu'un nous entend et qui veut faire ça, laissez tomber. Ça ne marche pas. C'est une bonne idée, hein. Tu dis, c'est pas con. On va payer à plusieurs moins cher. Laissez tomber, les gars. Ça ne marche pas. Bon. Donc, le social shopping,
pour l'instant, j'y crois pas. On verra peut-être qu'un jour. Enfin, il y a Pinduoduo quand même en Chine, mais en Europe, en France, le social shopping, j'y crois pas trop. Donc ça, je m'étais fait une conviction et elle est partie à la poubelle. Je te donne un exemple dans l'autre sens. Ça va beaucoup vous parler parce que ça concerne les NFT. J'ai rencontré Nicolas de Sorare, en 2020 et il m'a proposé d'investir. Et j'ai pas investi. Alors, j'avais pas la conviction que c'était de la merde du tout, hein, quand même. Mais je me suis vraiment dit, en fait, j'ai pas vu l'explosion des NFT, sinon j'aurais peut-être investi. Et je me suis dit, son truc est pas con, ça peut marcher, mais c'était tellement un coin obscur du web. Je me suis dit, il y a quand même 99% de chances que son truc, ça donne jamais rien. Parce que qui sont les pecnos qui vont aller collectionner des cartes digitales? Parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment a thing comme aujourd'hui. C'était quelque chose, mais pour quelques mecs dans un coin paumé du web. Et évidemment, Sorare aujourd'hui, ils ont levé, je sais plus, 30 millions. Ils ont Gary Vaynerchuk comme investisseur et Antoine Griezmann, et ça cartonne de fou. Alors, attention, c'est pas parce qu'une boîte lève 30 millions et qu'ils ont Gary Vaynerchuk qu'ils vont réussir à faire un bel exit et que ça va cartonner. Mais enfin, n'empêche que j'aurais pu investir. Ça m'aurait fait un beaucoup de pub aujourd'hui et je l'ai pas fait. Et je lui ai dit non. Et je lui ai dit, mot pour mot, je m'en revois très bien. Je lui ai dit, voilà, je pense que ton truc peut marcher, mais il y a quand même, s'il marche, vous êtes la bonne team et tout, les mecs sont très smart. Mais il y a quand même peu de chances que ce truc de collectionner des trucs digitaux prenne. J'y croyais pas. Je me suis gouré. Ok. Jedi, il est fou là. Il dit putain, si j'avais pu le faire. Non, je suis même pas sûr qu'il l'aurait fait en vrai. Tu l'aurais fait? De quoi? Sorare? Ouais. Non, parce que je pense que dans le premier épisode du podcast, tu m'as parlé de Sorare. Et moi, je t'ai dit. Non, je crois que c'était ça. Et puis je t'ai dit, mais c'est quoi ce truc de merde? Panini. Ouais, des cartes Panini. Et oui, parce que Panini voulait digitaliser leurs cartes. Je me suis dit, c'est vraiment un truc de con. Les gens, ils ont envie d'avoir des cartes physiques dans les mains. C'est ça que les gens veulent. C'est la nostalgie. C'est pas avoir un truc qui tourne sur lui-même sur Internet. Bon. Voilà. Mais attends, c'est normal. On n'a pas de boule de cristal. Aujourd'hui, les NFT, c'est en train de devenir une évidence. Mais c'est vrai qu'il y a un an, non, c'était pas le cas. Et voilà. Mais c'est ça le signe noir aussi, tu vois. C'est des choses intéressantes. Voilà. Donc, mais pour compléter la réponse, Jedi, j'en ai 50 des exemples comme ça. On se plante, c'est normal, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il faut qu'il y ait quelques fois qu'on se plante pas. Voilà. Est-ce que tu es capable aujourd'hui d'identifier ton plus gros plantage, si c'est pas Sorare, et ta plus grosse réussite, là où tu étais le plus early, un peu en avance sur les autres? Alors, le plus gros plantage... Enfin, le plantage, c'est pas vraiment des plantages. Ouais, le plus gros raté, opportunité manquée. Quoi. Ouais, opportunité manquée. Écoute, j'ai rencontré au Web Summit un gars qui avait monté une boîte, mais le nom m'échappe. Mais ça a été le premier exit de Station F. C'est l'époque où j'investissais encore en France. Et en fait, le gars, c'était encore pire que ça parce que je l'ai rencontré, il m'a pitché son truc et j'ai dit, c'est génial, je veux investir. Et il m'a dit, on a closé la levée de fonds la semaine dernière, désolé, c'est trop tard. Et je lui avais dit, tu vois, je lui ai dit, putain, je veux investir. Et premier exit de Station F, ils se sont fait racheter super cher, donc j'étais dégoûté parce que j'avais eu envie d'investir. Et voilà, bon, les plus persévérants pourront retrouver le nom sur Google. Le nom m'échappe complètement. Qu'est-ce que j'ai eu comme plantage? Ouais. J'ai une boîte là. Ah ouais. J'ai une boîte qui fait un peu une fintech en Afrique. Et pareil, je voulais investir. Et alors, je sais plus exactement ce que c'est, mais grosso modo, c'est du digital money en Afrique, dans les pays anglo-saxons africains. Et c'était ultra early, la boîte venait de se lancer. Et puis, bon, les métriques étaient pas très bonnes, mais je me dis, vas-y, j'y crois, c'est un super truc, la mobile money en Afrique, il y a un vrai besoin et tout, machin et tout. Je me dis, j'y vais. Et puis, j'ai même envoyé le mail aux membres du club Léonis en disant ça y est, on investit et tout. Et au dernier moment, le mec qui m'amenait le deal, c'est à l'époque où j'avais pas encore mes propres deals, tu vois, j'étais obligé de passer par des intermédiaires. Et le mec m'a dit non, en fait, désolé, c'est mort. Il m'a fait un peu le truc à l'envers. Il m'a dit, je t'avais dit oui, mais en fait, finalement, c'est non. J'ai donné le truc à quelqu'un d'autre et tout. Désolé. Donc hyper dégoûté. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, je peux peut-être vous retrouver le nom. Et la boîte depuis, elle cartonne. Ils ont, je sais plus combien de dizaines de millions d'utilisateurs. Et Jeff Bezos a investi dans la boîte. Donc autant te dire que Jeff Bezos il prend 2-3 participations par an. Il a investi là-dedans. Et quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté. Alors pareil, on n'a pas encore eu l'exit, mais je l'ai complètement raté et assez deg. Donc voilà, pour des plantages, il y en a plein. C'est la vie. Et après, alors la boîte dont je suis la plus fier pour le moment, c'est la boîte que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui s'appelle Oxygène. Donc la néobanque. On est rentré en seed. Ils avaient au tout début, ils se sont lancés en fait en janvier 2020. Nous, on est rentré en mai, ça venait de commencer. En novembre, donc au bout de 11 mois, ils avaient 100 000 clients.
Et là, ils ont une croissance depuis complètement incroyable et exponentielle. Et pour moi, je suis non sûr qu'ils vont devenir une licorne et donc qu'on va faire un multiple énorme. Et je pense qu'ils peuvent facilement devenir une décacorne, c'est-à-dire valeur 10 milliards. Quand on voit Chime, Chime, ils ont 5 millions d'utilisateurs, ils valent 16 milliards. Et c'est des particuliers, ça rapporte moins. Donc eux, c'est des utilisateurs pros qui rapportent beaucoup plus. Ils sont déjà ultra rentables. Enfin, en fait, ça génère un fric fou, ce business. Et donc, je pense qu'avec peut-être 1 million d'utilisateurs, donc 5 fois moins, ils peuvent valoir autant que Chime, c'est-à-dire 16 milliards. Aujourd'hui, ils sont passés de 0 à 100 000 en un an. Ça continue de s'accélérer. Donc, voilà, je pense qu'ils vont être à 1 million dans 2 ans et que ça pourra valoir plus d'1 milliard. Et on était là au tout début en seed. Et voilà, j'y crois énormément. Et pour moi, ça va être la plus belle boîte. Enfin, c'est la plus belle boîte du portefeuille aujourd'hui, vu la trajectoire actuelle. Et j'espère que c'est un peu la boîte qui fera connaître Léonis Investissement en disant, tu vois, comme aujourd'hui on dit c'est Jason Calacanis, c'est le premier mec qui a investi dans Uber. On dira Gabriel, c'est le premier mec qui a investi dans Oxygène, quoi. Voilà. Même si aujourd'hui c'est pas connu, mais. T'aimerais bien avoir un show comme le sien, genre un podcast comme le sien, inviter des gens un peu famous, parler avec eux de tout et de rien? Ouais, pourquoi pas? J'ai réfléchi à le faire d'ailleurs. En fait, j'ai invité pas mal de monde sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que inviter des gens, c'est sympa parce que tu piggyback sur leur notoriété à eux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de ressembler un peu à ce type parce que, enfin, moi, j'invite pas des gens, mais voilà, je crée du contenu en ligne sur YouTube principalement, mais c'est aussi reposté en podcast. Donc ouais, bien sûr, moi je me verrais faire ça, ouais, tout à fait. Avoir, tu vois, les fondateurs des plus grandes startups venir, ce serait cool, ouais, bien sûr. Moi, j'avais fait une. Vas-y, dis-moi. Tu veux dire un truc? Non, j'allais dire une connerie, mais en fait, j'ai dit ou pas que ton logo ressemblait au logo dans le film Le Loup de Wall Street, Stratton Oakmont. Je sais pas si t'as Non, remarqué ou pas. alors j'ai pas remarqué qu'il ressemblait, mais alors pour tout te dire, Lions, je sais que je sais que c'est un lion, effectivement, ce qui est pas terrible. Mais alors en fait, le lion. Alors pourquoi le lion? Bah déjà, il fallait bien un truc. Hein, je suis pas un expert du branding, et c'est vraiment un truc que j'ai fait en 1 heure, donc je m'en foutais un peu. Il se trouve que Lion, c'est mon signe astrologique, et je trouvais que je crois pas à l'astrologie évidemment, mais je sais que vous en avez parlé aussi. Je trouvais que pour l'investissement, le lion, c'était pas mal. Il y a beaucoup de boîtes en fait dans l'investissement, des banques et tout. Et j'avais été à Macao pas très longtemps avant, et il y a une super banque, je sais plus laquelle, et un casino. C'est une banque et un casino, hein, évidemment, qui ont un lion, super beau. Et je trouvais ça sympa. Et en fait, je voulais appeler mon truc Lion ou Lion. Et en fait, c'était déjà pris par The Family, l'école, le truc Lion. Et j'étais dégoûté. Et donc, c'est une amie à moi qui m'a trouvé le nom Léonis. Et donc, parce que c'était proche du lion. Et du coup, j'ai gardé le logo du lion. Donc, je sais effectivement que dans le Wall Street, c'est aussi un lion. Faut pas faire le raccourci. Mais cela dit, en fait, il y a énormément de boîtes qui utilisent le lion dans la finance. Si tu tapes, il y a une boîte aux États-Unis qui s'appelle Lion Ventures. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Il y a Lion VC. Il y en a des dizaines. Okay, voilà. Mais je crois pas que ça ressemble tant que ça. Si, ça ressemble vraiment beaucoup. Non, c'était une boutade. Heureusement. Voilà. Mais je sais que c'est un lion, effectivement. D'ailleurs, j'ai pas revu ce film depuis un moment. Il faudrait que je le regarde parce que c'est vraiment un très bon film, mais pas pour m'en inspirer. Je le précise. Ça va te donner des idées pour dépenser. Non, surtout pas. Moi, j'ai une petite question sur j'ai fait une décision d'investissement un peu à la olé olé, et je vais te dire pourquoi j'ai décidé d'investir. Et tu vas me dire si je pense que ma réflexion était vraiment bad, et je vais te dire pourquoi, et tu me donneras ton avis. En gros, il y a une boîte, je connais un type, il crée une boîte, il est plutôt assez smart, c'est dans la VR, et on m'a envoyé le deal, on m'a dit c'est autant, c'était pas un très gros ticket, c'était 2K je crois, et on m'a dit dans la cap table il y a Naval. Et je me suis dit, ok, je me dis que si Naval, il a investi dedans, il faut absolument que j'investisse dedans. Donc j'investis, tout ça. Et après, je me dis, je suis vraiment con de penser à ça parce qu'en fait, Naval, il a beaucoup plus d'opportunités. Enfin, il peut prendre beaucoup plus de risques que moi. Et lui, ça se met, il en fait des centaines, des deals par an. Et peut-être qu'il les trie de façon moins rigoureuse que moi, je devrais les trier, les deals. Tu vois. Et peut-être que ces critères d'investissement ne sont pas les mêmes que ceux que moi, je devrais avoir. Et en fait, le benchmark était juste. Au final, je me suis dit peut-être que mon benchmark était vraiment bête de me dire que dans la cap table, il y a un mec très, très. Qui est normalement très, très smart dans ce sujet-là. Et juste me benchmarker à ça et me dire, OK, lui, vu qu'il a décidé de. Alors, moi, c'est un bon move pour moi de faire la même chose que lui. Je trouve que au final, c'était pas si smart de ma part. Et en fait, je pense que j'ai réfléchi à l'envers, et ça me fait chier quand je réfléchis comme ça à l'envers parce que je ne sais pas si en fait je réfléchis vraiment à l'envers ou en fait c'était pas si mauvais de ma part d'avoir réfléchi comme ça. Du coup, c'est quoi ton avis là-dessus?
Alors, c'est une excellente question et j'ai pas la réponse absolue, mais je vais te donner des éléments de réponse. Premièrement, effectivement, investir, c'est avant tout du mental et des réactions et des raisonnements. Et on ne sait pas si on se trompe ou pas. Et on est toujours sujet à la FOMO, à la pression sociale, à l'effet moutonnier, et y compris moi. Et c'est très très dur de s'en sortir. En fait, j'essaye au quotidien de pas m'en sortir. C'est pour ça que j'ai des gens, un board en fait, qui analyse aussi mes investissements à tête reposée pour aussi me donner un avis extérieur. Quand on investit soi-même, on est tout seul, c'est vachement dur. C'est compliqué. Alors, déjà, ça aurait été n'importe qui sauf Naval. Vraiment, quasiment n'importe qui sauf Naval, je t'aurais dit non, t'as fait une connerie. Maintenant, comme c'est Naval, c'est quand même vraiment, on va pas se mentir, un des mecs les plus géniaux de la planète Terre, franchement, et un des mecs les plus intelligents, et un des mecs qui a une des meilleures thèses d'investissement. Moi, je suis dans son fonds. C'est le seul fonds dont je disais tout à l'heure que j'aime pas être dans un fonds parce que j'ai pas le contrôle. Mais le seul fonds dans lequel je suis, c'est le fonds de Naval. Et effectivement, donc moi je reçois les deals qu'il a fait et il y a des deals où j'aurais pas investi, tu vois. Et je me dis putain c'est vraiment je lui fais confiance quoi. Mais j'aurais pas mis ma thune là. Mais c'est Naval, ça m'ouvre des portes, ça m'a permis d'avoir un lien direct avec lui. Ça vaut le coup. Et puis il a des beaux deals, tu vois. Du coup, par ce fonds, on a investi sur Clubhouse, on a investi sur des trucs assez sympas, donc ça vaut quand même le coup. Maintenant, effectivement, alors un premier niveau de réponse, c'est que tu dois jamais. Effectivement, ton analyse est bonne de dire on n'a pas les mêmes critères d'investissement et tu dois investir selon tes critères. Donc, effectivement, tes critères, c'est pas ceux de Naval. Donc, en ce sens, tu t'es trompé. Parce que si c'était pas aligné avec ta vision à toi, il ne faut pas investir juste parce qu'un tel investit. Maintenant, je peux aussi te dire que moi, je vois passer plein de deals où je vois qu'il y a Naval qui investit et sur lesquels moi, j'investis pas. Pas dans son fonds. Dans son fonds, j'ai pas le choix. Mais à côté, je vois parfois des deals et je lis le truc et je vois que Naval investit. Et en fait, moi, je me dis, mais en fait, il est con d'investir là. Ça me plaît pas. Tu vois, je me dis, non, je vois pas le truc. Qui de lui ou moi aura raison? Il y a plus de chances aujourd'hui que ce soit lui, parce qu'il a plus démontré que moi que c'était un bon investisseur. Mais encore une fois, moi, je veux investir, je veux être aligné avec moi-même et investir, voilà. Et si ça se trouve, c'est moi qui aurai raison, et tant mieux pour moi, tu vois. Maintenant, Naval, alors il fait plus de deals que toi par an, ça c'est sûr. Il en fait pas tant que ça. Il en fait, je pense, peut-être une cinquantaine, entre 50 et 100 par an. Bon, c'est quand même plus que toi, mais il en fait pas, enfin, il en fait plus que moi aussi, du coup, mais je pense qu'il en fait entre 50 et 100 par an. Donc effectivement, il peut prendre plus de risques. Et si toi, tu fais 2 deals par an, bah, l'argument c'est Naval, il n'est pas forcément valable. Sauf si l'argument c'est non seulement c'est Naval, mais c'est un super deal au profil Silicon Valley et tout. Et moi, sinon, j'ai que des vieux deals français. Tu vois, là, ça peut peut-être, voilà. Voilà tous les éléments de réponse que je peux te donner. C'est pas évident. Le mental, c'est vraiment ton pire ennemi en investissement. Et il faut apprendre à composer avec ça. C'est une habitude à prendre. Je pense que tu as moins l'habitude que moi probablement, parce que moi je le fais tous les jours. Et donc là, tu t'es vraiment fait avoir par le mental. Et il y a des mecs qui ont des techniques redoutables. Au Y Combinator, ils leur enseignent vraiment ça. Les mecs, pendant le call, ils te disent faut que tu me donnes la réponse maintenant parce qu'on close ce soir. Le mec, tu termines le call et il t'envoie un mail en disant là, je vais augmenter la valo si tu me dis pas aujourd'hui. Enfin, les mecs sont des malades, ils te mettent une pression de ouf. Et il faut réussir à, tu vois, déconnecter complètement parce qu'en fait, sinon, tu prends plus la décision pour l'investissement, tu prends la décision parce qu'on t'a brainfuck, quoi, tu vois. Donc voilà. Ok, merci pour cette réponse. J'essaierai de faire mes prochains de façon plus smart. Dernier investissement de Naval qu'on a suivi, mais indirectement, c'est celui de Feuille Protocol qui s'est planté magistralement à son ouverture. À l'ouverture, on va voir. Moi, j'ai pas hold. Hein. Moi, j'ai directement, j'ai tout vendu. Ah, t'as tout vendu, merde. Je suis pas le seul à l'avoir fait d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, moi, j'ai été le mouton du mouton, puisque Jedi m'en a parlé. J'ai voulu accéder au même deal. Et puis, pour des raisons X ou Y, j'ai pas pu le faire. Mais c'est intéressant de voir à quel point en fait la FOMO c'est une maladie qui circule très 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 vite dans la population. Ouais, alors pour toi, alors oui, hein, complètement la FOMO c'est un truc de fou, mais pour toi à la limite c'est peut-être, enfin tu as été effectivement le mouton du mouton entre guillemets, mais je pense que Jedi et toi vous avez quand même des visions très proches, que là pour le coup tu peux vraiment, à mon avis, vu la relation que vous avez, le temps que depuis lequel vous vous connaissez, je pense que vous vous faites confiance et que vous avez des visions assez alignées l'un et l'autre, je crois. Ah non, pas du tout. Bon. Si, d'accord, tu me fais une blague, ok. Parce que et donc je pense que tu vois, à la limite que toi t'investisses avec lui, ça me choque presque moins. Même si en théorie tu dois te faire ta propre conviction, évidemment. Mais ça me choque presque moins. Mais par contre, effectivement, bon, voilà, suivre un deal juste parce qu'il y a Naval. Bon, encore une fois, hein, vu que c'est Naval, moi je dis que ça passe.
Ça passe. Mais en théorie, tu dois pas faire un deal parce qu'il y a X, Y, Z dedans. Ça, c'est Non, vrai. sûr. Mais j'en ai déjà fait aussi. Tu vois, l'exemple que je donnais tout à l'heure, je dis Jeff Bezos a investi et je suis deg. En théorie, je devrais m'en foutre, peu importe, tu vois. Mais c'est sûr que quand tu as des mecs, Jeff Bezos, Naval, il y a des noms, quoi. Voilà, c'est sûr. Après, Naval, c'était pas le seul, mais c'est lui qui m'a fait dire, allez, tu sais quoi, let's go. Mais c'était pas la seule excuse, quoi. J'avais d'autres quand même points positifs et plein de points négatifs, en fait. C'est ça le truc. Et en fait, lui, il a vraiment, quand j'ai vu Naval, j'ai fait, ok, c'est bon, tous les négatifs, je les vire, je prends que les positifs. C'était peut-être pas le bon truc, mais bon, c'est pas grave. Ok. François, t'as d'autres choses là que tu veux dire? Non, je pense que là, j'ai fait le tour de toutes mes petites questions. C'est déjà pas mal. Je pense que là, on est à 1h53, mais on a commencé avec 10 minutes de retard, donc on doit être autour de 1h40 de call. C'est pas mal, hein. C'était cool, ouais, grave. Moi, je serais chaud pour que tu reviennes de temps en temps, nous faire découvrir des boîtes, parce que maintenant les gens te connaissent. Et maintenant que tu fasses, tu t'immisces dans quelques épisodes en mode j'ai vu une super boîte là et tu la décortiques. Ce serait cool. Je sais pas si ça te parle ou Avec pas. plaisir. Bah, bien sûr, avec grand plaisir. Ouais. Ok, trop cool. Ok, bah moi j'ai rien d'autre à dire. C'était un bon moment. J'ai appris plein de choses. Maintenant je comprends exactement ce que tu fais parce que j'avais compris, mais maintenant c'est assez clair. Et ok. Je sais pas, François? Rien? Ouais, moi je me réjouis que tu reviennes aussi pour parler de tes critères d'investissement. Tu as dit qu'ils étaient très formels maintenant. Et j'aimerais bien savoir un peu par quelle étape une boîte passe quand elle passe sous tes yeux. Tu vois, ça m'intéresserait aussi de savoir. Dans un second épisode, hein, on a le temps, on a 20 ans devant nous là. Donc, Avec grand plaisir. Au moins 20 ans. Ouais, avec grand plaisir pour venir te parler de mes critères. Écoute, ils sont, c'est un peu bizarre mes critères parce que à la fois quand tu vas les entendre, je fais un teasing, attention, dans un prochain épisode, à la fois quand tu vas les entendre, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Exactement. Dans un prochain épisode, non, pardon, oui, quand tu vas entendre mes critères, tu vas te dire en fait, c'est des trucs qui tombent sous le sens, qui sont peut-être assez basiques, mais en fait moi je les regroupe tous. Et tu vois, contrairement à ce que tu disais Jedi, où toi tu disais il y avait des positifs, des négatifs, moi j'investis que quand tout est au vert. Donc en fait, pour que vraiment tous mes critères un par un soient au vert, même si c'est des trucs qui peuvent paraître simples, en fait ça t'élimine énormément de boîtes. Et j'investis vraiment quand les planètes sont alignées. Et en fait, c'est hérité de quand j'ai commencé à investir et que j'avais que très peu d'argent, j'avais pas de gâchette à cramer. J'étais obligé d'avoir un investissement qui tout de suite, j'étais quasiment sûr que ça allait fonctionner, même si, encore une fois, je peux pas lire l'avenir. Donc voilà, j'investis que sur des trucs où j'arrive à me former des très très fortes convictions grâce à ces critères dont nous parlerons dans un prochain épisode. Ouais. Parfait. Bravo. Bon teasing. Bah, écoute, bon teasing. Bah écoute, c'était un plaisir. On va couper là. C'était un grand plaisir. Donc ouais, likez, abonnez-vous, allez voir ce qu'il fait. On va mettre le lien quand même de ta chaîne YouTube dans la description. Allez voir ce qu'il fait si ça vous intéresse. On n'est pas sponsorisé, on n'a pas de lien d'affiliation, donc je vous laisse faire votre propre choix. Mais je crois que vous avez pas mal d'infos pour faire un vrai choix à tête reposée. C'était un plaisir, Gab. Et on se voit dans un prochain épisode. Ça te va? Et bah pour moi aussi, c'était trop chouette. Merci et à bientôt. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Merci beaucoup. Ciao.